Ça a véritablement changé ma vie. À partir du moment où j'ai travaillé sur l'entrepreneuriat et le mindset, il y a eu une explosion dans mon business. Aujourd'hui, moi, j'ai écrit 2 livres best-sellers. Je les aurais jamais écrits avant. Parce que j'aurais pu me dire, mais qui je suis pour écrire un livre? J'ai eu 8 sur 20 au bac français. Je suis pas auteur. Je l'ai fait grâce à ça. J'ai créé une chaîne YouTube. J'ai 85 000 abonnés. Si j'avais pas bossé sur le mindset, j'aurais pas eu la croyance que c'était ça qu'il fallait que je fasse. J'ai fait des séminaires dans le monde entier. J'ai été enseigné à Las Vegas, j'ai été enseigné en Argentine, j'ai enseigné en Pologne, j'ai enseigné en Hongrie, j'ai enseigné au Portugal. Enfin, j'ai enseigné dans tellement d'endroits différents. Et pareil, ça se serait pas passé. Si jamais ton mindset, il est pas présent, et tu dis pas, ouais, c'est bon. Je peux y aller. Je m'appelle Emmanuel Ayache, je suis le président de Krav Maga Global France. C'est une société dont le but est d'aider les gens à apprendre à se défendre et à avoir confiance en eux face à une situation d'agression. Le produit phare de Krav Maga Global France, c'est former des instructeurs et les aider à ouvrir leur club et les aider dans le développement de leur club pour pouvoir transmettre le Krav Maga et permettre aux gens d'apprendre à se défendre. L'endroit où vous vous trouvez aujourd'hui, c'est la somme de toutes les décisions que vous avez prises depuis votre naissance. Et si vous n'êtes pas satisfait de l'endroit où vous êtes aujourd'hui, il faut changer le système décisionnel pour le futur. Pour rendre l'invisible visible, je te dirais qu'il y a 3 choses principales. Okay. Il y a les capacités de détermination et de courage. Tu sais, on dit je tombe 10 fois, je me relève 11 fois. Bonjour Emmanuel. Bonjour Mickaël. Je suis très très heureux de t'accueillir dans mon podcast, puisque l'objectif aujourd'hui, c'est de faire un petit peu la connaissance de qui est Emmanuel Ayache. Donc ce que je te propose, c'est déjà de commencer par nous dire en quelques mots qui tu es, ce que tu fais et quel est aujourd'hui ton objectif, ta mission entrepreneuriale. Emmanuel Ayache, j'ai 43 ans. Je suis entrepreneur avant tout, j'entreprends depuis plus de 20 ans. Et ma spécialité, c'est de former des instructeurs dans le monde de la self-défense. Plus particulièrement le Krav Maga. Je ne sais pas si tes auditeurs connaissent le Krav Maga. C'est un système de self-défense extrêmement efficace qui permet de répondre à des situations qui peuvent arriver dans la rue. Et moi, ma spécialité, c'est de former des instructeurs et après d'ouvrir des écoles un petit peu partout en France. J'ai parcouru le monde avec le Krav Maga et j'ai plein de belles choses à te raconter. Génial. Merci déjà pour cette belle présentation. Alors, première question qui me vient, c'est aujourd'hui, le Krav Maga, comment ça se positionne par rapport à d'autres pratiques, notamment comme le Kung Fu, comme le karaté, le judo. Comment tu le positionnes, le Krav Maga, par rapport à toutes ces pratiques un peu plus traditionnelles? Le Krav Maga, l'objectif, c'est pouvoir se défendre. Et l'objectif, c'est d'avoir confiance en soi face à une situation d'agression dans la rue. D'accord. Okay. Donc le système, il se veut extrêmement pratique, extrêmement pragmatique. On essaye de pas perdre de temps à l'entraînement. Alors je dis pas que les autres systèmes perdent du temps, mais je vais te donner un exemple, un coup de pied sauter, retourner, etc. C'est très joli, d'accord, mais c'est trop de pratique pour pouvoir être efficace tout de suite dans la rue. Ok. Donc ce genre de choses, tu le retrouveras pas en Krav Maga. Ok. La deuxième chose qui est assez intéressant aussi, c'est qu'en Krav Maga, tu as 4 piliers sur lesquels on travaille. Tu as le pilier technique. Okay. Donc, comment je fais quand on m'étrangle, comment je me sors d'une situation où on me menace au couteau, quelle réaction je dois avoir quand il y a 2 individus qui avancent vers moi. Tout ça, c'est de la technique. La deuxième chose, c'est la tactique. La troisième chose, c'est le physique. Et la dernière chose, c'est le mental. Et ces 4 piliers, ils sont fondamentaux et on les travaille dans nos cours. Donc, on fait aussi beaucoup de liens avec l'entrepreneuriat, beaucoup de liens avec la vie personnelle pour pouvoir gérer des situations stressantes dans sa vie privée comme dans sa vie professionnelle. Et voilà à peu près les contours et les spécificités du Krav Maga. Donc vraiment, on retient quelque chose de très très pratique, très facile à retenir. C'est facile de s'entraîner en Krav Maga, c'est facile de comprendre les mouvements. Et en général, au bout de 2-3 mois, les gens arrivent déjà à se sentir beaucoup mieux dans la rue et me disent, c'est vraiment le jour et la nuit entre le moment où j'ai commencé il y a 2-3 mois et comment je me sens aujourd'hui. Et en général, ça aussi, tu l'as pas dans les autres pratiques. En général, il faut 3 ans, 4 ans, 5 ans pour commencer à vraiment s'amuser dans les systèmes que tu as nommés. Tu parles justement de confiance. Tu parles beaucoup de ça dans le Krav Maga. Et tu expliques aussi que le Krav Maga, finalement, c'est un outil d'efficacité pour pouvoir se défendre.
Moi, j'aimerais comprendre le lien que tu fais entre la confiance en soi et tout ce qui touche finalement aux agressions qu'il peut y avoir dans la rue. Est-ce que tu crois par exemple que plus on a confiance en soi, moins on a de chances d'être agressé? Ou est-ce qu'au contraire, moins on a confiance en soi, plus on a de chances d'être agressé? Bref, voilà, c'est quoi ton avis là-dessus et le lien que tu fais, c'est quoi? Il y a eu des études qui ont été faites au Canada, il me semble, où on a demandé à des prisonniers dans des quartiers de haute sécurité de regarder des vidéos de caméra surveillance de la rue. Il n'y avait pas de son, il y avait de l'image, mais il n'y avait pas de son. Et on leur a dit, est-ce que vous pouvez me pointer les gens que vous iriez agresser? Et ben, les prisonniers pointaient toujours les mêmes personnes. Comme s'il y avait une façon de se déplacer qui donne envie ou qui fait que le prédateur va sélectionner cette cible. Et la pratique des arts martiaux, spécifiquement, le sport c'est très bien, mais je trouve que les arts martiaux c'est encore plus important pour la confiance en soi. Et au travers des valeurs que ça véhicule et au travers du système d'entraînement, on a quelqu'un face à nous. Dans la salle, on essaye d'être bienveillant. Mais la personne qui est en face de nous, il essaye quand même de nous mettre un coup de poing dans la figure, il essaye quand même de nous mettre un coup de pied. C'est pas la même chose au foot, c'est pas la même chose au tennis, c'est pas la même chose dans tous ces sports. Donc il y a vraiment quelque chose de très très particulier dans les arts martiaux. Et encore plus important dans le Krav Maga, puisqu'on reparle à chaque fois de la rue. Qu'est-ce qui se passe dans la rue? Qu'est-ce qui se passe si jamais tu te retrouves dans cette situation? Qu'est-ce qui se passe dans le cadre d'une agression dans ton foyer? Qu'est-ce qui se passe dans le cadre d'une agression sexuelle? Tu vois, c'est toujours très contextualisé, alors que la boxe, même le MMA, tu sais, les arts martiaux mixtes, etc., le contexte, c'est le ring. Il y a un juge, deux combattants qui vont s'affronter, et du coup, il va pas y avoir beaucoup de surprises. Soit je vais perdre par KO, soit je vais perdre par le comptage des points. Voilà. En Krav Maga, on est dans cette espèce de situation où c'est toujours de la surprise. On ne sait pas ce qui va se passer. Il y a l'inconnu total de la rue. Donc, l'approche de confiance, elle est beaucoup plus puissante, je trouve. Et les modifications, et comment tu te sens? Tu sais, j'ai des élèves qui me disent, des élèves féminines, qui me disent, c'est incroyable, depuis que je pratique le Krav Maga, je me sens beaucoup mieux dans le métro. D'accord. Et pour moi, je me dis que quand j'ai ce genre de feedback, j'ai fait mon travail, tu vois. Et quelle horreur ça doit être que de prendre le métro tous les jours et d'avoir la boule au ventre. Bien sûr. Tu vois, quelle horreur ça doit être. Encore une fois, il y a des élèves féminines qui m'ont dit, je réfléchis toujours avant de sortir de chez moi pour me demander si j'ai mis les bons vêtements. Tu vois, à quel point, je veux pas créer la psychose, mais c'est des vrais retours d'élèves que j'ai. Et le Krav Maga, ça permet de changer ce mindset. Ça te transforme pas en Wonder Woman, ça te transforme pas en Superman. Mais si tu changes ta posture, si tu changes ton regard, si tu changes la position de tes épaules, si tu changes ta respiration, si tu changes même ton mindset, ce que tu penses, que tu crois que tu es capable de faire, ben, il y a de fortes chances pour que l'agresseur, il aille sélectionner une autre cible plutôt que de se dire, ben voilà, lui c'est ma proie et je vais me le faire et je vais le tester et on va voir ce que ça va donner. Ok, très bien. Et tu parlais justement des féminines. Qu'en est-il des enfants dans cet environnement? Par exemple, les enfants qui sont à l'école, est-ce que tu préconiserais le Krav Maga dès le plus jeune âge? Comment tu vois les choses par rapport à ça? Alors la façon dont nous on pratique le Krav Maga, on propose un Krav Maga adapté avec un cahier technique spécifique en fonction de la population à laquelle on s'adresse. D'accord. Et je cadre bien le nous parce que c'est pas fait par toutes les personnes. Ok, il faut faire attention qui enseigne le Krav Maga. Pour moi, enseigner le Krav Maga, c'est un outil de vie ou de mort. C'est-à-dire, si tu dis une connerie dans tes cours, bah, ça peut se traduire par quelque chose de très grave, soit parce que tu vas mettre en péril ta vie sur la voie publique, soit parce que tu vas faire une connerie sur la voie publique, parce que ton prof, il t'a dit vas-y, tape pleine balle avec une chaise dans sa tête, c'est OK. Et du coup, tu vas finir en prison pendant quelques années. Ok, puisqu'il y a la légitime défense. Donc ça, c'est vraiment important à comprendre. Et nous, on a fait un programme technique spécifique pour les enfants. D'accord. Spécifique pour les femmes. Spécifique pour les adultes mixtes. Et on a aussi des programmes spécifiques pour les populations comme la police, comme l'armée, comme les services de protection rapprochés, comme les air marshals dans les avions. C'est-à-dire, en fonction de chaque besoin, on va créer sur les principes du Krav Maga des techniques et des tactiques spécifiques
pour les besoins de cette population. Donc oui, le Krav Maga, il est tout à fait praticable par les enfants. Ce sera pas le même Krav Maga que les adultes, évidemment. Et heureusement que pour l'instant, les enfants sont pas soumis aux mêmes problématiques que les adultes, quoique. Et on peut pratiquer le Krav Maga à partir de 4 ans. Et après, jusqu'à 77 ans, sans problème. Mais je rappelle encore une fois que le programme est adapté. La façon d'encadrer un cours est adaptée. Et ça permet aux enfants encore plus de se développer, d'avoir confiance en eux, de pouvoir interagir avec d'autres enfants et de faire un sport utile. Puisqu'au final, oui, dans le Krav Maga, il y a une partie sportive, puisqu'on transpire, on fait des pompes, des squats, des abdos, on tape dans un bouclier, etc. Mais la partie utile, ça va donner à l'enfant, ou à la femme, ou à l'adulte, peu importe, des outils qui vont lui permettre d'apporter quelque chose dans sa vie. Au pire du pire, s'il y a une agression, et au mieux, dans la vie de tous les jours, encore une fois, au travers de la confiance en soi. Et ça m'est arrivé aussi plein de fois, des gens qui sont venus me voir en me disant « Merci Manu ». J'ai dit « Pourquoi ?» Il me dit « J'ai eu mon job grâce à toi ». J'ai dit « Oh là là, qu'est-ce que t'as fait ? T'as tapé dans la gueule du DRH ?» Et il me dit « Non, pas du tout, mais quand j'étais en entretien, je me suis assis et là j'ai dit « Je lâche pas ». Comme à l'entraînement, je lâche pas, j'avance, je me donne à fond et ce job, c'est le mien. Et ils me disent, j'entends ta voix dans ma tête qui me dit vas-y, avance, continue, ne lâche pas. Et ça, encore une fois, ça n'a pas de prix et c'est un feedback extraordinaire de mes élèves. Bien sûr. Et quand tu dis utile, moi, ce que je comprends aussi, c'est la partie finalement efficace, mais aussi l'impact que ça peut avoir dans la vie au quotidien sur d'autres aspects de la vie. Et c'est là où effectivement, moi, je dirais même que c'est efficace plus que utile. Par rapport à cette partie-là. Maintenant, ce que je me demande, c'est comment toi, tu as rencontré le Krav Maga ? Comment ça s'est fait pour toi ? Est-ce que c'était tout de suite le Krav Maga ? Est-ce que c'était une autre discipline ? Raconte-nous. Je me suis retrouvé à 7-8 ans au cours de karaté au coin de la rue. Et je ne saurais pas te dire pourquoi. Est-ce que c'est moi qui ai dit à mes parents j'ai envie de pratiquer le karaté ou est-ce que c'est mes parents qui m'y ont mis ? J'en sais rien, quoi qu'il en soit, j'étais là-bas. J'ai fait du karaté jusqu'à l'âge de 13-14 ans. Et un soir, en rentrant chez moi, vers 23h, je suis avec mon grand frère et un copain à nous. Donc eux, ils ont 18, moi j'ai 13-14 ans. On est comme ça, à l'arrêt dans la rue, à un coin de rue, on attendait mes grands-parents. 23h, tout ce qu'il faut pas faire. Tu restes là, public un peu jeune, on faisait pas attention à notre environnement, il était tard. Il y a 7-8 personnes qui se sont approchées de nous. Ils ont commencé à nous regarder, à nous observer. Donc, c'est exactement la sélection de la cible. Il y en a un qui s'est rapproché de nous. Il a commencé à dire « Ouais, qu'est-ce que vous foutez là, les gars ? Sortez vos mains de vos poches. » Donc ça, c'est ce qu'on appelle le test de la cible. Une fois que tu l'as sélectionnée, tu vas la tester pour voir si elle est réceptive. Apparemment, on était réceptif. Et ils nous sont tombés dessus. Ils nous sont tombés dessus, ils nous ont frappés. Principalement mon ami, mon copain et mon frère qui ont pris des coups. Peut-être que moi, comme j'étais plus jeune, ils s'en sont pas pris à moi. Mais quoi qu'il en soit, je suis resté tétanisé. Je suis resté tétanisé, j'ai rien pu faire. Je voyais la scène, j'ai reculé. J'ai été à un moment donné au milieu de la rue et j'arrêtais des automobilistes en leur disant « S'il vous plaît, venez nous aider, on est en train de se faire agresser. » Bon, évidemment, à 11h30, en plein milieu d'une rue, il y a personne. Le gars, il continue à rouler. Et moi, je me suis retrouvé comme ça. Ça a été très vite, comme n'importe quelle agression. Et suite à ça, je me suis dit, mais plus jamais ça, en fait. D'abord, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce karaté de merde ? Oui, parce que t'as pas servi, en fait. T'as rien réussi à faire. J'ai rien contre le karaté, hein, mais c'est simplement que ça m'a pas donné d'outils sur cette situation-là. Peut-être même de réflexe, si je comprends bien. Exactement. J'ai pas su réagir. Je suis resté tétanisé. Et j'ai dit, mais plus jamais ça. Et je veux une réponse claire et efficace par rapport à ça. Et ce qui est marrant, c'est que les 2 personnes qui étaient avec moi, eux, ils ont subi l'agression et ça leur a rien changé dans la vie. Ils ont continué comme ça en disant c'était un épiphénomène, tant pis. S'il y en a un des 2 qui s'est un peu plus renfermé et qui a plus jamais vraiment pris de risque. Je vais pas sortir trop tard, je vais faire toujours attention, etc., etc. Mais ce qui est drôle, j'imagine qu'on va parler de mental à un moment donné. Bien sûr. Mais c'est que face au même problème, 2 individus peuvent réagir complètement différemment. Et mon frère, il a plutôt pris la direction de je me protège et la rue c'est dangereux. Et moi, j'ai pris la direction de plus jamais ça, tu vois. Bien sûr. Donc j'ai commencé à chercher quelque chose d'efficace.
Ok. J'ai testé la boxe thaï, j'ai testé la boxe anglaise, j'ai testé le jiu-jitsu brésilien, le kali, le pencak silat, enfin tout ce qui me tombait dans les mains. D'accord. Et vers 15 ans, j'ai découvert le Krav Maga. Ok. Et encore aujourd'hui, je me rappelle exactement du premier cours que j'ai vu en Krav Maga et auquel j'ai assisté. Ok. Et chaque morceau du cours correspondait à une partie de l'agression que j'avais vécue. D'accord. Et du coup, j'ai dit, mais c'est exactement ce que je veux. Tu veux dire que tu revivais le même scénario, c'est ça? Le même scénario, il parlait des mêmes problématiques, où il Ok. disait, voilà, si quelqu'un vous approche, si quelqu'un vous observe, si quelqu'un vous frappe, et il parlait, en fait, pour moi, il décrivait ce que j'avais vécu, et donc il était, ça pouvait être que ça dont j'avais besoin. Ok. Donc bien sûr, je me suis inscrit, j'ai pratiqué, j'ai adoré ça, et le Krav Maga était en moi, ou je sais pas, ou peut-être l'agression que j'avais vécue était tellement forte que j'ai voulu aller encore plus loin, et je suis parti vivre en Israël, D'accord. puisque le Krav Maga est d'origine israélienne, Ok. donc pratiqué à fond en Israël. Je suis parti vivre en Israël en 2000, et j'ai incorporé l'armée israélienne, D'accord. et je suis devenu, après quelques mois, instructeur de Krav Maga dans les unités combattantes et pour certaines unités d'élite. Après quelques mois seulement? Ouais, après quelques mois seulement, j'avais été identifié Comment c'est possible? parce qu'ils sont toujours en recherche, et moi, à partir du moment où j'ai compris qu'on pouvait devenir instructeur de Krav Maga, D'accord. pour moi, c'était le plus haut niveau, tu vois. Ouais. Ça a été au berceau du berceau, donc pour moi, je solutionnais encore plus mon problème. Ok. Et à partir du moment où j'ai compris ça, j'ai dit, je veux devenir instructeur. Ok. Et ils m'ont dit, oui, tu sais, c'est un stage qui est pas facile à faire, c'est un stage de 4 semaines, c'est très intense, c'est 10 heures, 12 heures de Krav Maga par C'était jour. sur sélection, en fait, c'est ça? Oui, il y a une sélection Ok. drastique, il y a toujours 80 personnes qui se présentent, mais très peu d'élus. Et je me suis présenté, j'ai été sélectionné, et j'ai fini major de promotion. Ok. Donc, je pense que c'était fait pour moi, comme ma destinée, tu vois. Ouais, je comprends. Et après ça, j'ai enseigné Ok. pendant tout le reste de mon service militaire. Et lorsque je suis rentré en France quelques années après, j'ai continué à faire Ok. ce que j'avais appris et ce que j'aimais, et à former des civils et à leur apprendre à se défendre et à avoir confiance en eux. Ok. Et en fait, on dit en anglais, your mess is your message. En gros, ce qui t'a fait souffrir, Ouais. ça va être le message que tu vas Bien sûr. Bien sûr. transmettre. Bien sûr. C'est exactement ça. Ouais, je comprends. J'ai eu à un moment donné un gros problème, et j'ai pas envie que ça arrive à d'autres personnes. Ouais, t'as pris ce problème finalement comme ta mission à toi, Exactement. sur laquelle tu devais te concentrer pour travailler et apporter une solution Exactement. aux autres, au monde et aux personnes qui t'entourent. Ok, super. Et qu'en est-il pour l'audience qui nous écoute, je me demandais, tous ceux qui sont dans la rue, qui marchent dans la rue, tout à l'heure tu as donné des étapes qui étaient très intéressantes. La première étape, si j'ai bien retenu, c'était l'identification de la cible, c'est ça. La deuxième étape, c'est le test. Ouais. Et après, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça, déjà, ça rentre dans le pré-combat pour toi? Ouais, c'est ça. Ok. Pré-combat, bravo. Ouais. Je vois que t'as étudié. Oui, on a 3 phases Ok. dans une agression. Ok. On a le pré-combat, on a le combat et on a le post-combat. D'accord. Ok, ça fonctionne pour l'agresseur et ça fonctionne pour la victime également. Ok. Ok. L'agresseur, il a la phase qui se passe avant le combat, avant qu'il te mette un poing dans la gueule. Ok. Donc, effectivement, pour l'agresseur, il y a cette phase d'observation et de sélection de la victime. D'accord. Et tu vois très souvent les agresseurs qui sont soit assis sur un banc, soit posés contre un mur, soit qui tournent un peu. Ils ont l'air de rien faire, mais en fait, ils sont là et ils sélectionnent une victime qui va leur convenir. Ok. Et la deuxième chose, c'est effectivement cette période de test. Ouais. Et ça peut commencer par t'as pas 1 euro sur toi, ou t'as pas une clope, ou t'as pas l'heure, ou tu vois, ce genre de choses. Juste pour voir comment tu réagis, comment tu te positionnes, Ouais. le ton de ta voix, ce que tu vas faire avec tes yeux, toutes ces choses qui, pour eux, c'est de l'ordre du Ouais. prédateur, tu vois. Bien sûr, ça va être des C'est-à-dire, signes. En je fait. suis même pas sûr qu'ils soient conscients Ok. de ce qu'ils font. Mais après, quand tu étudies le langage, le non-verbal, le paraverbal, etc., tu dis, ouais, c'est ça qu'ils sont en train de tester. Ils sont en train de voir à quel point est-ce que je suis réceptif à mon environnement, Bien sûr. en train de voir à quel point est-ce que, je vais dire une anecdote marrante, une fois j'étais contre un mur, il devait être 23h, minuit, dans le 11e, et j'étais là, j'attendais un copain, et il y a un gars qui vient à côté de moi,
ça pourrait être un agresseur typique Ok. dans sa démarche, sa façon de regarder, dans tout ce genre de choses, et qui me regarde et qui me fait t'as pas une clope toi? Et tout de suite, je me suis mis dans une certaine position. J'ai lâché mon mur, j'ai agrandi la distance, j'ai mis les mains vers le haut, j'ai pris ce qu'on appelle une position avec une garde déguisée. Tu veux dire déjà comme ça? Exactement. Ok, ouais. Oui, qu'est-ce que tu veux exactement, ce Ok. genre de mouvement. Et à la seconde où je me suis mis dans cette position, il m'a dit ouais, t'es un policier toi, t'es un policier en civil. Ça veut dire que juste ma position, Ok. ça lui a donné les mêmes informations. Alors après, on peut discuter, est-ce que c'est une bonne idée ou pas une bonne idée de se faire passer pour un policier. En tout cas, c'est lui il a cru ça. Ouais. Et ça l'a sorti de son script. Ok. Il a reculé et finalement, il est passé à autre chose, tu vois. Ok. Donc, alors que peut-être que si j'étais resté contre mon mur, un peu perdu dans mes pensées, à dire non, désolé, j'ai rien sur moi. Peut-être appuyer. Exactement. Il aurait pu aller un peu plus loin pour Ok. tester encore. Ok. Et une fois que ces tests sont validés Ok. et qu'il se dit celui-là, je vais me le faire, Ok. bah, il commence Après, c'est l'agression. parti, ouais. Ouais. Et ça peut être qu'est-ce que t'as, pourquoi tu me regardes mal? Et je me rapproche un peu de toi et je colle le front contre ton front. Ok. Ou ça peut être une poussée avec les deux mains. Et tout ça, c'est très ritualisé. Et tu vois, je regarde énormément de vidéos sur YouTube de caméras de vidéosurveillance, d'agressions réelles dans la rue. Il y a toujours les mêmes rituels, Ok. toujours la même chose. Ouais. Cette façon de mettre le front collé contre le front, de se rapprocher, cette façon de pointer avec le doigt. Qu'est-ce que t'as là? Pourquoi tu me regardes, toi? Ça, c'est très ritualisé et ça a pour but de se dire est-ce que j'y vais ou pas? Et quand je le pousse, ou quand il me pousse, ce genre de choses, quelle est ma réaction? Et si moi je le repousse aussi, et ben là, après, ça va être un coup de poing, et puis c'est le démarrage de l'agression. Alors, là, ce que tu vas te donner, c'est génial parce que c'est une anecdote pour Emmanuel Ayache. Maintenant, pour monsieur tout le monde, qui n'a pas ta formation, qui n'est pas entraîné comme toi, et qui vit justement cette situation-là. Alors, bien sûr, le premier conseil, c'est d'aller faire du Krav Maga, j'imagine, pour entraîner la confiance en soi. Mais avant même d'en arriver là, peut-être qu'il y a des trucs, des astuces dont on pourrait se servir pour que monsieur et madame tout le monde, finalement, puissent se défendre dans ces situations-là. Qu'est-ce que tu préconiserais dans ces moments-là? La première chose, c'est la vigilance. Ok. Il faut être vigilant. On n'a pas le même niveau de vigilance quand on est dans son fauteuil face à la télé, dans sa maison, que quand on est dans le métro. Okay. Et parfois, malheureusement, les gens ont le même niveau de vigilance. C'est-à-dire, dans le métro, ils sont comme dans une espèce de bulle. Okay. Alors, je prends le métro comme exemple parce que j'habite à Paris. Mais ça peut être un bus, ça peut être quand tu es posé sur un banc. Okay. Mais tu vois, ils ont ce niveau de vigilance qui est proche de zéro. Donc, quand on sort de chez soi, en fait, si je comprends bien. À partir du moment où tu sors de chez soi, soi, activer un radar, tu commences à monter le niveau de vigilance. Okay. Et en fonction de l'endroit où tu vas, tu peux monter encore plus le niveau de vigilance. Typiquement, tu vas en boîte de nuit. Okay. C'est la nuit, c'est alcoolisé, il y a l'ego qui rentre en jeu. Il y a plein de choses, tu vois. Ouais. Donc, boîte de nuit, tu dois encore monter ton niveau de vigilance. Tu dirais que c'est le niveau maximal pour la boîte de nuit? Non, il y a pire. Il y a pire que ça, ouais. Il y a pire. mais ouais, on est déjà très haut. Déjà bien dit. Okay. Typiquement, le monde de la nuit, c'est là où il se passe le maximum d'agressions et de situations un peu dangereuses et périlleuses. Ok, donc ça c'est le premier point, la vigilance. Donc oui, premier point, c'est la vigilance. Ouais. Je suis conscient de l'endroit dans lequel je me trouve et je fais attention à mon environnement. Ok. Ce qui te permet de faire attention à ton environnement, c'est tes yeux. Ok. Donc, je dois me mettre dans une position qui me permet d'observer mon environnement. Ok. Moi, à chaque fois que je m'assois dans un restaurant, tu vois, il y a eu cette blague aussi, même là où on est ici, oui, où je t'ai dit, tiens, où je vais m'asseoir parce que je veux observer les entrées et les sorties. Tu vois, je l'ai dit avec humour, mais quelque part, c'est une seconde peau et ça me permet de toujours rester dans cette réflexion tactique. Quand je vais au cinéma, tu vois, comment je peux me positionner pour voir le mieux possible. Comme je t'ai donné l'exemple aussi des restaurants, etc. Donc, tes yeux te servent beaucoup. La deuxième chose, c'est tes oreilles. Ok. Donc, tous les gens qui ont un casque sur les oreilles, qui ont les AirPods et machin, etc., en fonction de l'endroit, si tu es chez toi, pourquoi pas, si tu es dans un endroit où il y a beaucoup de passages ou des risques, encore une fois, tu rentres chez toi, il est minuit, 1h, tu prends le bus, tu prends le métro, t'enlèves ça de tes oreilles. Tu dois avoir au maximum tes sens qui sont capables de te renseigner sur l'environnement et de te dire, tiens, il y a des bruits bizarres, tiens, on est en train de parler de moi, tiens, ça se rapproche, tiens, il y a des pas, et utiliser ça au maximum. Okay. Donc,
Le regard. Les yeux et les oreilles. Les yeux et les oreilles, très bien. Ouais. Maintenant, sachant ça. Tu veux que je dévoile tout en fait, hein. Moi, je vois déjà quelque chose une forme d'objection qui peut arriver et qui peut être intéressante parce que je pense que ça peut vraiment aider l'audience qui nous écoute. C'est oui, mais moi, en fait, j'ai envie de profiter de la vie. J'ai pas envie d'être tout le temps en vigilance et j'ai l'impression que si je suis en vigilance, je profite pas. Dernière question sur le Krav Maga, mais qu'est-ce que tu en penses de ça ? Comment est-ce qu'on gère cette question de la vigilance et du lâcher prise justement ? C'est un choix. Ok. C'est un véritable choix et c'est une balance à faire en permanence. Parce que oui, bien évidemment, c'est pas très agréable d'être toujours sur le qui-vive. Et du coup, tu dois, avec le temps, analyser ton environnement pour mettre une note entre 0 et 10. Je suis à combien là ? Je suis à 8, 9. Okay. Je lâche tout et je suis en vigilance max. Non, je suis à 2, 3. Okay. Et en fait, plus tu vas t'entraîner à ça, plus ça va partir rapidement. Bien sûr. Je te raconte une autre anecdote. C'était il y a longtemps. Je devais avoir 25 ou 24 ans, quelque chose comme ça. Ouais. Et je marchais sous la Tour Eiffel avec ma copine. Okay. On marche tranquillement et je peux pas te dire pourquoi. Évidemment, j'ai analysé beaucoup de choses dans ma tête sans m'en rendre compte, mais je l'ai attrapée, je l'ai mise contre une barrière et je dis attention, ça va péter là. Okay. Et elle m'a dit quoi ? Et tout d'un coup, on a vu des gens courir dans tous les sens, des gens aller au sol, enfin un vrai mouvement. Ouais, okay. Et qu'est-ce qui s'était passé ? C'était des flics en civil qui ont sauté sur les vendeurs à la sauvette sous la Tour Eiffel. Okay. Et tu vois, c'est sorti, mais comme ça, en un claquement de doigts, où j'ai senti qu'il se passait quelque chose, que le moment où ils allaient les toper, ça allait partir. Ouais. Et du coup, je l'ai mise en protection et je me suis mise devant elle, pour ça. Donc, j'étais pas spécialement vigilant, tu vois, j'étais détente. Mais comme c'est un muscle que tu travailles dans ta tête, ça arrive beaucoup plus vite. Mais oui, au début, comme n'importe quelle compétence que tu travailles, il y a ce moment un peu d'inconfort, où il y a ce moment où tu dis, je suis complètement parano, mais quelle horreur. Ouais, je suis d'accord. Mais c'est une compétence que tu développes. Faire attention aujourd'hui pour pouvoir être tranquille demain, en fait. C'est ça. C'est ça l'objectif et l'idée. Et si on parle à des entrepreneurs, moi, ça m'est arrivé de former des gens qui allaient dans des pays à risque. C'est des compétences qui sont extrêmement importantes, tu vois, de se rendre compte que je vais pas faire n'importe quoi, n'importe où, et ça va de ce dont on a parlé, j'écoute et je regarde, qu'est-ce que je mets dans ma poche, quelles chaussures je vais mettre, comment je réagis quand quelqu'un me met une lame sous la gorge en me disant file-moi ton portable, et que tu te trouves dans un pays à risque, tu vois. Alors que tu trouves sur Paris, à Paris, pourquoi pas. Mais je veux dire, les entrepreneurs, ceux qui voyagent pas mal et qui peuvent se retrouver dans une situation périlleuse, c'est aussi important pour eux. Ok. J'imagine que faire ce que tu as fait pendant aussi longtemps dans le Krav Maga, à un moment donné, ça te fait devenir une certaine référence sur ton domaine. La question que je me pose, c'est est-ce que tu es devenu entrepreneur par voie de conséquence ? Ou est-ce qu'à un moment donné, tu l'as choisi et tu t'es dit, je veux vraiment entreprendre autour du Krav Maga. Comment ça s'est passé pour toi ? Est-ce que tu peux nous raconter cette espèce de transition que tu as vécue finalement ? Au début, je suis un passionné. Passionné de sport de combat, passionné de Krav Maga. Et effectivement, j'ai été le plus loin possible en Krav Maga, puisque en France, je suis ceinture noire 6e dan de Krav Maga, donc c'est un des plus hauts niveaux. En Israël, sur le référentiel israélien, je suis expert 5. Donc c'est aussi un des plus hauts niveaux techniques mondiaux, que j'ai enseigné dans le monde entier, que j'ai formé des milliers d'élèves, des centaines d'instructeurs, etc. Donc il y a cette passion. Et effectivement, très tôt, puisque j'ai commencé à entreprendre à 23 ans, je me suis confronté à l'entrepreneuriat, que j'ai fait beaucoup en mode... je le sens comme ça, il faut y aller comme ça, tu vois, un peu à l'instinct. Mais après, je me suis retrouvé face à un mur. À un moment donné, l'instinct n'a plus suffi. Et au-delà de l'instinct, il y a eu aussi la partie mindset qui a été difficile à gérer, puisque même si j'avais un mindset très fort de par mon métier, c'est ça qu'on pourrait se dire. Et on y va, et on frappe, et on avance, et on n'a pas peur. Et j'ai formé des gens qui ont fait des choses assez exceptionnelles dans leur vie. Et au-delà de cela, sur l'entrepreneuriat, j'arrivais pas à faire encore les liens avec des croyances comme de toute manière dans les sports de combat il y a pas d'argent en fait. Ou alors des croyances comme les sports de combat c'est ok quand t'as 20 ans mais à 30 ans 40 ans tu vas être cassé de partout et tu pourras pas travailler, tu pourras pas gagner ta vie. Des croyances comme qui tu connais dans ton environnement qui
qui fait ça à 100%. Tu vois, Ok. toutes ces croyances Ouais. qui viennent un peu te péter la tête quand tu as 22, 24 ans, 25 ans, te mettre des mauvaises choses dans la tête, te faire douter de toi Ok. et te dire est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut que tu fasses? Est-ce que tu es sûr de ton coup? Est-ce que Et est-ce qu'à ce moment-là, il y a eu peut-être un guide, un mentor, une personne qui a joué un rôle important pour toi, ou est-ce que tout seul, tu as trouvé des solutions? à ce moment-là, j'ai fait deux choses. Un, je me suis formé sur le mindset. Ok, Et deux, je me suis formé sur l'entrepreneuriat. d'accord. Parce que je sentais voilà, qu'il y avait quelque chose, et même avec mon niveau en Krav Maga, hein, parfois, on peut très bien maîtriser certaines choses dans un environnement, et quand tu changes l'environnement, tu dis c'est marrant, j'y arrive plus. Jusqu'à ce que tu fasses les liens, et qu'après tout soit très clair en disant ah bah oui, c'est comme quand je monte sur le ring, ah bah oui, c'est comme quand il y a ça. C'est exactement pareil. Et le cerveau fait les liens, et là c'est beaucoup plus rapide. Ok. Donc je me suis formé sur ces deux choses. Et j'ai utilisé le même type de formation qu'avec le Krav Maga. Ça veut dire lire des livres. Ok. Alors à l'époque, on regardait des VHS. Je sais pas s'il y a des gens qui regardaient des VHS dans tes auditeurs. Mais voilà, VHS, DVD. Et puis aujourd'hui, c'est des cours en ligne. Ok. J'ai fait pas mal de cours en ligne. Séminaires, mentorat. J'ai utilisé tout le panel possible avec beaucoup de sources. Donc j'ai fait tout ce que tout le monde connaît, les pères riches, pères pauvres, les Napoleon Hill, etc., Tony Robbins et tout ça. Et puis après, j'ai fait des choses aussi beaucoup plus précises et beaucoup plus spécifiques par rapport à ce dont j'avais besoin. D'accord. Et ça a changé ma vie. Ça a véritablement changé ma vie. Et à partir du moment où j'ai travaillé sur l'entrepreneuriat et le mindset, D'accord. il y a eu une explosion dans mon business. Ok. Aujourd'hui, moi, j'ai écrit 2 livres best-sellers. Je les aurais jamais écrits avant. Ok. Parce que j'aurais pu me dire, mais qui je suis pour écrire un livre? J'ai eu 8 sur 20 au bac français. Donc, je suis pas auteur. Je l'ai fait grâce à ça. Et les livres ont été best-sellers. Et voilà, c'est vraiment un outil très important dans mon business. J'ai créé une chaîne YouTube. J'ai 85 000 abonnés. Ça, pareil, si j'avais pas bossé sur le mindset, Bien sûr. j'aurais pas eu la croyance que c'était ça qu'il fallait que je fasse et ça m'aurait apporté ce que ça m'a apporté. J'ai fait des séminaires dans le monde entier. J'ai été enseigné à Las Vegas, j'ai été enseigné en Argentine, j'ai enseigné en Pologne, j'ai enseigné en Hongrie, j'ai enseigné au Portugal. Enfin, j'ai enseigné dans tellement d'endroits différents. Et pareil, ça se serait pas passé si jamais ton mindset il est pas présent et tu dis pas ouais c'est bon, je peux y aller. Ok. Ok. Donc ça a vraiment tout changé. Alors, tu parles beaucoup de mindset. Est-ce que Ouais. tu peux l'expliquer avec tes mots? Qu'est-ce que c'est pour toi le mindset? Le mindset, c'est une bonne question. Parce qu'on entend vraiment ouais. tout aujourd'hui sur Ouais. ce sujet. Il est utilisé à toutes les sauces. Pour quelqu'un comme toi, avec ton expérience, qui en plus a réussi à utiliser cet outil-là pour te faire rebondir et te permettre d'atteindre tes objectifs, comment tu le définis? Je veux dire que la partie générale de la définition du mindset, c'est transformer l'invisible en visible. D'accord. Donc, c'est grâce ce à qui ton te mindset. permet, c'est ça? Ouais, exactement. Ok. Transformer l'invisible, ça veut dire quoi? Une idée, un concept, un produit, un livre, tu vois, qui est pas visible, Un rêve. qui est peut-être. un rêve, qui Ok. est dans ton esprit, Ok. et le transformer en quelque chose de visible et de palpable. Ok. Tu vois, le livre n'existe pas, le livre existe. La formation instructeur, elle n'existe pas, la formation instructeur, elle existe et tu as donné des diplômes et il y a des gens qui vont ouvrir des salles grâce à toi. Ok. Voilà, ça c'est le concept de mindset. Après, qu'est-ce qui est travaillé pour avoir ce mindset et pour rendre l'invisible visible? Je te dirais qu'il y a 3 choses principales. Ok. Il y a les capacités de détermination et de courage. Ça, c'est D'accord. quelque chose de très important. C'est un concept fondamental. Si t'as pas le courage, si t'as pas la détermination, si t'as pas la combativité, si t'as pas, tu sais, on dit je tombe 10 fois, je me relève 11 fois. Ouais. Si t'as pas ça, il se passera rien, tu vois. Et tu penses que ça se développe? Tu- Tu penses que ça, Convaincu. c'est comme un muscle, ouais? 100%. Ok. 100% convaincu. Et c'est ce que je fais avec mes élèves. D'accord. C'est ce que je fais avec des entrepreneurs qui veulent que je travaille que sur cette partie avec eux. Ok. Le côté non, c'est de l'inné et puis soit t'es déterminé, soit tu l'es pas, je suis pas d'accord. Ok. Chacun va peut-être avancer à son rythme, Mhm. ok, mais tout le monde peut obtenir ce qu'il veut et tout le monde peut développer ses capacités de courage, de détermination et de combativité. Ok. Encore une fois, il y a des gens qui vont aller plus vite. Bien sûr, différents degrés. Exactement. Mhm. Mais c'est comme le fait de faire de l'argent.
tout le monde peut faire de l'argent. La méthode, elle est très simple pour faire de l'argent. Après, tu as des gens qui vont aller beaucoup plus vite parce qu'ils ont plus envie, parce qu'ils sont plus impliqués, parce que ils ont la rage au ventre. Et puis des gens qui vont aller un peu moins vite. Mais c'est des concepts qui sont accessibles à tout le monde. Donc ça, c'est le premier point. Ouais. Premier pilier. Le deuxième pilier, c'est la capacité à être focalisé. D'accord. Donc tout ce qui touche à la concentration. Ouais. À rester focalisé et à rester concentré sur ce que tu veux. Puisque un des pires fléaux, et je pense encore plus de nos jours, avec les téléphones portables, les WhatsApp, les Instagram, les sollicitations de partout. Et encore, je pense que nos enfants, ça va être pire parce qu'ils sont nés avec cette dalle dans les mains qui fait des pops toute la journée. Si jamais tu n'es pas focalisé, si jamais tu n'arrives pas à contrôler ta concentration, tu ne peux pas atteindre ce que tu veux. Tu ne peux pas transformer l'invisible en visible. Ok. À chaque fois, quelque chose va te détourner. À chaque fois, tu vas t'emmener vers une nouvelle direction. À chaque fois, tu vas douter. Et du coup, ça va te ralentir grandement pour pouvoir atteindre ton objectif. Ok. Et ça se travaille également. Ça se travaille aussi. C'est de l'énergie, c'est de la volonté, c'est du travail. Mais on peut avoir effectivement des résultats exceptionnels. Ok. Deuxième partie. Un exemple tout con. Un gars qui rentre en combat contre un autre gars, s'il n'est pas concentré et focalisé sur le combat et qu'il est en train de se dire tiens, qu'est-ce qui se passe dans ma cuisine, tiens, est-ce que j'ai acheté des bananes, tiens, c'est fini, tu vois. Ok. T'as pas la possibilité de vaincre, de gagner ton combat si t'as des idées parasites qui te viennent dans la tête. Ok. Et quand t'es en train de bosser et que tu reçois un WhatsApp, ça pop et toi tu te dis ah tiens oui c'est vrai j'ai pas répondu à ce client et hop tu vas lui répondre. C'est la même chose que quand t'es en combat et que tu te poses des questions qui n'ont pas lieu d'être à ce moment-là. Ça te détourne un peu de l'objectif et de ta concentration, en fait. Complètement. Okay. Complètement de l'objectif. Et quand je parle avec des spécialistes des neurosciences parfois, ils ont des datas très précises sur ça, tu vois. Donc nous, ce qu'on fait de façon empirique avec les arts martiaux et avec le Krav Maga, en expliquant ça, maintenant la science le découvre en disant ah oui c'est vrai que quand on quitte une tâche on met je sais plus combien de temps pour se remettre dans la tâche. Oui effectivement j'avais vu des études là-dessus. Ouais. Et c'est exactement ça tu vois. Ouais, c'est vrai. Et il faut s'en rendre compte et il faut travailler pour ça. Ok. Et le troisième pilier c'est la relaxation. Ok. Les gens sont très énervés, très agacés. Les gens ont peu de capacité à être détendus et du coup ça c'est très compliqué aussi. Si jamais tu entreprends, tu as un objectif et à 100% des fois, ça va mal se passer ton objectif. Si t'es pas détendu, tu veux dire? Non, quoi qu'il en soit, de toute manière, ça va mal se passer. Ok, ouais, je suis d'accord. Okay, moi, ça n'existe pas la route magnifique pour atteindre son objectif et t'inquiète pas, dans 3 mois, tu fais tes 10 000 euros par mois tranquillement. Ça n'existe pas. Okay. Il va forcément y avoir des obstacles. Il va forcément, tu sais, Mike Tyson qui disait tout le monde a un plan. Jusqu'au moment où tu prends la première droite dans la gueule. C'est exactement ça. Ouais, c'est vrai. On a un plan magnifique pour atteindre notre objectif, mais il va se passer quelque chose. Donc si toi, tu ne sais pas te relaxer, tu ne sais pas te détendre, tu ne sais pas revenir à une situation où tu recharges tes batteries, ça va pas marcher. Okay. Parce que tu vas être non-stop dans le je crame. Et ça aussi, il y a des études énormes, la courbe de surcompensation ou des choses comme ça qui te dit si tu es toujours à fond, tu vas pas tenir. Okay. C'est impossible de tenir. Donc pour toi, le mindset, c'est 3 étapes, ou 3 piliers plutôt. Ouais, 3 piliers. Ouais. 3 piliers. Le premier pilier, c'est tout ce qui touche à la détermination, le courage. Ouais. Ça. Deuxième pilier, c'est tout ce qui touche à la concentration. À la concentration. Et le troisième pilier, c'est la relaxation. Ouais, la relaxation, la détente et être capable de revenir rapidement à un état de repos et d'être toujours détendu face à l'adversité. Ouais, d'accord. Pour ça, j'imagine que ça s'apprend aussi. C'est pas, oui, pas ça quelque se travaille. chose que tu as exactement, tout à fait. Et ma question, c'est, tu as beaucoup parlé de croyances jusqu'à maintenant. Je me demande quel lien tu fais entre mindset et croyance. C'est quoi pour toi le sujet qui est commun ou différenciant? Comment tu le définis, toi? Toute ton histoire de vie t'apporte les croyances que tu as aujourd'hui. Ok. Les échecs, les réussites, les mauvais moments, les bons moments, toute ton histoire de vie. Est-ce que tu aurais un exemple, par exemple, à donner Ce qui s'est passé quand je me suis fait agresser à 14 ans. C'était ta croyance à toi? C'était ma croyance. La rue, c'est dangereux. Je veux trouver une solution efficace pour pouvoir me défendre. Ok. Tu vois, ça, c'était ma
ma croyance ou ce que j'en ai. En fait, la croyance, c'est quoi? C'est le sens que tu donnes aux événements. Oui, pour revenir à ce qu'on disait, c'était en plus, tu l'expliquais, vous étiez 3 et vous avez eu 3 interprétations différentes. Donc c'est ça pour toi la croyance. Mon frère, il s'est dit, la rue c'est dangereux, je me protège et je sors plus de chez moi. Je caricature un peu, mais en tout cas, j'irai pas prendre de risques inutiles et je me retrouverai pas dehors dans la rue alors que c'est dangereux. Donc tu vois, ça c'est le sens que tu donnes aux choses, tu en fais une croyance. Et ce sens, il peut être aidant ou il peut être limitant. Et ça, c'est toi qui vas décider si c'est aidant ou limitant par rapport à ce que tu veux faire de ta vie. Si tu me dis, je veux devenir entrepreneur, ouais, mais je pense que c'est dur l'entrepreneuriat. Bon, bah, pourquoi c'est dur l'entrepreneuriat? Bah, parce que mes copains, ils m'ont dit que c'était dur. Parce que j'ai essayé une fois et je me suis planté. Et du coup, tu vois, c'est dur. Donc la question, c'est, est-ce que cette croyance, elle t'aide à devenir entrepreneur ou est-ce qu'elle te limite pour pouvoir devenir entrepreneur? Et là-dessus, on peut travailler pour pouvoir ôter ces croyances et t'apporter Parce que tu penses qu'une fois qu'on n'a plus de croyances limitantes, le chemin est facilité, en fait, c'est ça? Ta croyance à toi, c'est ça, en fait. Le chemin, il sera jamais facile. Le chemin, il sera jamais facile. Mais en tout cas, tu as plus de facilité à passer à l'action. D'accord. Donc, les croyances aidantes aident le passage à l'action pour toi. Exact. Si je comprends bien. Et le passage à l'action, c'est le passage à l'action pour travailler les 3 piliers que tu m'as donnés. Exact. Pour rendre l'invisible visible. Ok, super. Et pour les entrepreneurs qui nous écoutent et qui aimeraient développer chacun de ces 3 piliers, si tu devais donner un conseil pour chaque pilier, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour développer le courage, la détermination, la concentration et la relaxation? Est-ce que tu aurais des idées par rapport à ça? Et par rapport au courage et à la détermination, c'est bien de se fixer un objectif, de se fixer une date et d'œuvrer pour atteindre cet objectif. Et ça peut être des choses très simples comme plus de dessert pendant 30 jours, tu vois. C'est vraiment très simple, très con. Ou comme je fais 100 pompes par jour. Alors j'ai pas dit que je faisais 100 pompes d'affilée parce que certaines personnes vont dire non mais c'est pas possible, 100 pompes d'affilée, j'y arrive pas, je fais même pas 10 pompes. Ah, t'en fais 10? Ok, bah fais 10 fois 10 pompes dans ta journée d'affilée, donc 100 pompes par jour pendant 30 jours. Ou ça peut être, je m'inscris à des cours de Krav Maga et j'y vais 3 fois par semaine pendant 1 mois. Mais tu vois, quelque chose où tu te fixes un objectif et c'est difficile, tu sors de ta zone de confort et tu vas œuvrer pour l'obtenir. D'accord. Donc que chacun décide maintenant, tout de suite, pendant cette vidéo, du défi qu'il veut se lancer. Et en fait, à force de se lancer des défis, bien sûr, et à force, et donc encore une fois, je ne conseille pas de se fixer un défi qui soit trop en dehors de ta zone de confort parce que là, tu vas prendre le mur direct. Le fameux punch de Mike Tyson. Exactement, qui fait mal. Donc il faut que ce soit quelque chose qui te sort de ta zone de confort, mais qui te permette d'être accessible encore. Et une fois que tu as réalisé ça, on pousse un peu plus loin. Et une fois que tu as réalisé ça, on pousse un peu plus loin jusqu'à ce que tu te dises, en fait, c'est possible. Bien sûr. Tu peux y arriver. Et du coup, tu travailles ça. Et plus c'est difficile, plus ça demande des capacités physiques. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup les sports de combat, parce qu'à un moment donné, le gars en face, il va t'envoyer des coups de poing, il va t'envoyer des coups de pied, et ça va être difficile. Et tu te rends compte que tu es toujours vivant après une droite en pleine gueule. Je comprends. C'est bien, tu te rends compte que tu as pris un coup de pied dans la cuisse, que ça va, ça fait un peu mal. Et ça travaille vraiment la détermination. Presque ça te rend vivant parfois de prendre des coups. Exact. On peut se révéler à travers ça. Oui. Et alors ça c'était des exemples effectivement que tu m'as donnés pour un peu monsieur et tout le monde. Mais si c'est des entrepreneurs qui nous écoutent et qui aimeraient bien progresser sur un sujet, je pense notamment aux entrepreneurs par exemple qui se lancent, qui sont au début de leur activité, s'ils devaient se donner un objectif, comme tu le dis, qui est pas trop ambitieux, mais qui est en même temps réalisable, de ce que je comprends. Est-ce que tu aurais une idée de ce qu'ils pourraient faire? Est-ce que ce serait par exemple, je sais pas si tu as des idées, ce serait quoi? Moi, je vais donner un exemple sur mes livres. Très bien. Pour l'écriture de mes livres. Moi, j'aime les efforts intenses, et très agressifs et assez courts. C'est comme ça que fonctionne le Krav Maga. C'est pas de l'endurance, le Krav Maga. C'est plutôt, on tape très vite, on tape très fort. On est calqué sur un combat de rue. Un combat de rue, c'est très court. Du coup, quand j'ai écrit mon premier livre, le deal, c'était dans 90 jours, le livre est écrit, publié et vendu. Tu vois, et chaque fois que j'ai dit ça à quelqu'un, il m'a dit « Quoi ? 90 jours ?» Je dis « oui. » Et du coup, je m'étais fixé cette date. Et l'idée, c'était qu'en 30 jours, donc le premier tiers, j'écrive le livre.
Et pour écrire le livre, je m'étais fixé un objectif de 1000 mots par jour pendant 30 jours. Au bout de 30 jours, tu as fait tes 30 000 mots. 30 000 mots, c'est un livre. Ok. Et tu vois, c'était atteignable. 1000 mots, ça me prenait entre 1 et 2 heures par jour. C'était avec ça que je commençais le matin. Et au final, au bout de 30 jours, j'avais mon livre qui était créé. Ok. Donc, dans ce que je comprends aussi pour toi, c'est qu'il faut aussi adapter l'objectif à sa personnalité. Toi, en l'occurrence, t'es quelqu'un qui aime bien le intense et très court. Ouais. Donc, tu as décidé de faire ça. Ouais. Mais en réalité, si la personne a plutôt de l'endurance et aime bien aller sur la durée, elle peut faire l'inverse. Par exemple, 100 mots par jour pendant un mois. Et au bout de 6 mois ou un an, elle a son livre d'écrit. Ok, c'est un bon exemple, effectivement. Ça peut être ça. Ouais. Si c'est pour le lancement d'une chaîne YouTube, bah, ça peut faire peur au début, des vidéos de 20 minutes, des vidéos de 30 minutes, ce genre de choses. Bah, commence avec des shorts. C'est moins d'1 minute et fais un short par jour pendant 90 jours. Et puis tu vois ce que ça donne. Ouais. Et les gens vont tout de suite se dire « Ah ouais, mais tu vois, j'ai pas beaucoup de reach. Ah, mais j'ai pas de commentaires. » Mais on s'en fout parce que les 90 premiers, c'est pas pour les autres. Les 90 premiers, c'est pour toi. C'est toi face à la caméra. C'est toi pour ta prise de parole en public. C'est toi pour ta confiance en toi. C'est toi parce que tu es en train de travailler cette persévérance. Tu es en train de travailler cette combativité. Tu es en train de travailler tes valeurs de courage. De te montrer aux autres. Exactement. Pendant 90 jours. Et puis, de toute manière, au début, on s'en fout puisque les gens n'ont pas d'audience. Donc, personne ne voit. Mais les gens, tu vois, et c'est en ça que le cerveau, il est parfois pas sympa avec nous. Parce qu'il va tout faire pour te bloquer, tout faire pour te saboter, tout faire pour te dire mais ça sert à rien, c'est moche, c'est nul, le fond il est pas bien, tu bégayes, tu regardes pas la caméra, etc. Alors que c'est pas ça que tu travailles. Au début, ce qu'on travaille, c'est la combativité. Ok. Et c'est le courage de faire l'action. Et la victoire sur soi en réalité. Et la victoire sur soi. Même pas sur les autres, sur l'entreprise. C'est vraiment sur soi pour pouvoir ensuite être sorti de sa zone de confort, avoir validé finalement ce premier palier pour pouvoir aller en chercher un autre et ainsi de suite. Ok, donc sur notre premier pilier, on a une bonne astuce. Deuxième pilier, qu'est-ce que tu donnerais comme astuce pour la concentration ? Pour la concentration et pour la focalisation, une des astuces les plus utiles pour les entrepreneurs, c'est méthode Pomodoro. D'accord. Je connais que les patins. Méthode Pomodoro, c'est 25 minutes de travail hyper focalisé avec aucune distraction et en récompense, j'ai 5 minutes de repos derrière. Donc ça te fait 30 minutes au total, 25 de travail, 5 minutes de repos. Et quand je dis hyper focalisé, c'est-à-dire que quand tu vas lancer ces 25 minutes, moi très souvent quand je fais ça, j'ai même un timer, un timer de cuisine, tu vois, on reste dans la thématique des pâtes, comme ça tu sais où t'en es. J'essaye de pas mélanger avec l'ordinateur, etc. C'est vraiment un outil à part. Et pendant ce moment-là, mon téléphone n'est pas là. Donc, si jamais au début c'est difficile pour toi, bah, tu prends ton téléphone et tu le mets dans une autre pièce. J'ai même été avec certains clients aller à l'extrême, tu laisses ton téléphone dans ta voiture. Ah ouais. Parce que dans l'autre pièce, parfois, ils y allaient. Ouais, effectivement. Moi, j'irais, par exemple. J'aimerais bien savoir ce qui se passe. Peut-être que j'ai reçu un mail important, tu vois, et tu vas justifier pourquoi tu dois aller voir. Bah, oui. Et pendant ces pauvres 25 minutes. Donc tu laisses ton téléphone de côté. Tu peux fermer toutes les applications, fermer tes mails, etc., etc. Et tu ne fais que du travail hyper focalisé où tu ne penses qu'à ça. Peut-être c'est l'écriture d'un mail, peut-être que c'est l'écriture d'une vidéo, peut-être que c'est la création d'un nouveau produit. Peut-être c'est toi qui décides. Et après 5 minutes de repos. 5 minutes de repos, tu peux marcher, faire des exercices, respirer, boire 2 verres d'eau, etc. Et l'objectif, quand tu grandis dans cette méthode, bah, c'est d'enchaîner 2, 3, voire 4 cycles comme cela, de 25-5, 25-5. Et très souvent, bah, voilà, l'exemple pour mon livre encore une fois, moi au bout de 2 heures de travail, de 8h à 10h, j'avais terminé ma journée. Waouh, ça donne envie quand même. C'était ça qui était le plus important à ce moment-là de ma vie, pendant ces 30 jours. Et du coup, quand les 2 heures étaient faites, alors que les 2 heures d'écriture, tu peux les étirer sur une journée entière. Hein. Bien sûr. Pour écrire 1000 mots, tu peux facilement rester toute ta journée avec le nez en l'air, etc. Mais quand tu es très concentré et que c'est ça que tu dois faire, eh ben, ce que tu disais en plus sur... c'était 8h, 10h, à peu près ta journée était finie, entre guillemets. Ça rejoint un peu le livre The One Thing, finalement. Ouais, c'est ça. Qui est un excellent livre. Je crois que c'est de Gary Keller, hein, c'est ça ? Ouais, exactement. Qui est un excellent livre, justement, sur la focalisation et sur le côté indispensable, finalement, d'avoir un seul but à poursuivre à la fois. Et de faire à chaque fois le plus urgent. Et le plus urgent, effectivement. Et ça, c'est une règle de Krav Maga, par exemple. Souvent, on a un exercice qui s'appelle 2 contre 1.
Ok. Où 2 personnes viennent t'attaquer en même temps, un avec un bâton et avec un couteau. Wow. Ok. Et souvent, les gens viennent me voir en me disant, mais j'ai pas compris, on va vers lequel en premier? Ah ouais, c'est Si clair. les 2 arrivent, eh ben, on va vers celui qui est le plus dangereux. Et en gros, le plus urgent. Et ça dépend du coup de la situation. Si je mets le couteau proche de moi et le bâton un peu plus loin, bah, quand il y a le signal d'attaque, le plus dangereux, c'est le couteau. Oui, il est plus près. Parce qu'il est plus près et parce que le couteau va me toucher. Si je les mets plus ou moins au même niveau, Ok. le plus dangereux, ce sera le bâton. Parce que le bâton a plus de longueur que le Ok, couteau. D'accord. Pour l'entrepreneuriat, c'est pareil. La question que je me pose le matin, c'est qui est le plus proche, qui est le plus dangereux et Bien sûr. sur quel adversaire, entre guillemets, je dois aller en premier Ok. pour pouvoir avoir des résultats. Ok. Et c'est là tous les liens que je fais entre l'entrepreneuriat et le Krav Maga dans la façon de travailler, dans la méthodologie, et pour pouvoir faire ce dont je te parlais au début. Où, tout d'un coup, ton cerveau il dit ah mais oui, en fait le Krav Maga c'est exactement comme le boulot, comme le business, ou c'est exactement comme la Les vie de fameux tous les jours. liens que tu as réussi à faire entre les deux. Exactement. Et qui te facilitent maintenant Exactement. au quotidien. Et pour le troisième pilier, alors qu'est-ce qu'on pourrait recommander comme astuce, comme conseil? Alors, la relaxation, un exercice très simple pour les entrepreneurs, c'est ne rien faire 24-48 heures. 24-48 heures. Mais ça paraît drôle comme ça, mais au final, surtout les gens qui sont solopreneurs, ils ont tendance à penser à leur business H24. C'est vrai. Et ils se disent, ouais, c'est le week-end, mais quand même, je vais finir cette vidéo qui me manque. Ouais, c'est le week-end, mais quand même, je vais aller écrire un petit mail. Oui, il faut absolument se prévoir des moments de pur bonheur, de pur plaisir. Et donc, je te donne un exemple, c'est de prendre 24 heures. Tu fais pas de business. Sans rien. Tu ne réfléchis même pas à ton business. Tu t'interdis d'y réfléchir. Wow. Okay. Oh. Et tu ne fais que des choses autres. Ok. Ça peut être avec ta copine, ça peut être aller faire un spa, ça peut être Avec faire un sa massage, famille, ça bien peut être en famille, Profitez. ça peut être une balade en forêt. Ce que tu veux, mais tu te laisses un sas de détente. Et comme je t'ai dit aussi tout à l'heure sur la courbe de décompensation, de surcompensation, un athlète qui se repose, quand il revient à la salle, très souvent, il est plus fort qu'avant de s'être reposé. Parce que le repos permet de recharger les batteries, de reconstruire ce qui a été détruit dans la masse musculaire. Et du coup, tu es meilleur. Ouais, ça fait penser aux muscles, comme tu l'as dit, masse musculaire, c'est exactement pareil dans l'entrepreneuriat. Okay. Le repos de 24 heures tous les 7 jours ou de 48 heures, ça dépend de la taille de ta boîte, de tout ce que tu as à faire, etc. Mais va te permettre le lundi matin d'être beaucoup plus puissant, beaucoup plus calme, beaucoup plus prêt à travailler que si tu es tout le temps en train de te cramer dans tous les sens. Bien sûr. Bon, maintenant qu'on a ces 3 piliers et toutes ces bonnes astuces, tu vas pouvoir nous révéler ce que tu fais aujourd'hui avec justement les entrepreneurs, puisque je sais que ça fait maintenant plusieurs années que tu les accompagnes. Alors, qui tu accompagnes? Comment tu en arrives à ces décisions? Voilà, c'est un peu, raconte-nous comment ça s'est fait pour toi et quels sont tes objectifs aujourd'hui par rapport à ça? Ça s'est fait assez naturellement. Donc, je suis sorti de l'armée, je suis arrivé en France, j'ai commencé à enseigner. Ok. Mais j'avais quand même en tête mes 2 formations instructeurs que j'avais suivies en disant c'est cool de former des instructeurs, tu vois, d'instruire, bien sûr, d'être le coach des coachs. C'est quand même cool. Et du coup, j'avais ça en tête et assez rapidement, au bout de 2-3 ans d'enseignement avec mes propres élèves en France, j'ai commencé à distiller des formations pour devenir aussi instructeur et pour faire ce que moi je faisais, pour ouvrir son école et donc pour entreprendre avec le Krav Maga. J'ai commencé à créer donc les premières formations instructeurs. C'est des formations assez intenses, c'est des formations de 20 jours, donc sur plusieurs modules, avec 8 à 10 heures de Krav Maga par jour, la partie pédagogique, la partie entrepreneuriale, la partie technique, etc. Et j'ai fait ça et c'était un véritable plaisir. Moi, j'ai adoré. J'adore être baigné dans le monde entrepreneurial. Là, j'avais le lien entre les deux puisque c'était le Krav Maga plus l'entrepreneuriat. Bien sûr. Et sachant que c'est pas facile parce que la majeure partie des gens qui s'intéressent au Krav Maga ou aux arts martiaux en France, c'est plutôt la carte association, loi de 1901, je veux pas en faire d'argent. Tu vois, il y a une espèce de tabou sur l'argent. Croyance limitante presque, sur ce sujet. Je sais pas si c'est une croyance limitante ou si c'est encore un gros tabou sur le fait de pouvoir gagner sa vie avec les arts martiaux, qui était aussi présent dans le fitness avant. Et maintenant, avec le CrossFit et tout ça, ça a été balayé. Et c'est OK de payer un abonnement 100 € par mois, 150 € par mois. Et c'est OK d'avoir un super service face à ça. Mais tu vois, très souvent,
Moi, j'ai des gens qui m'ont dit oui, je veux devenir instructeur de Krav Maga, mais t'inquiète pas, hein, c'est pas pour l'argent. Comme si c'était sale, tu vois. Ouais. Que si jamais tu demandais de l'argent par rapport à la valeur que tu donnais à quelqu'un, ce serait grave, quoi. Donc, j'ai beaucoup œuvré par rapport à ça. Et j'explique aux instructeurs que mon rêve, c'est que la personne puisse vivre à 100% du Krav Maga. Ouais, je comprends. Parce que pour moi, il n'y a rien de mieux. Moi, quand je vais enseigner 20 jours une formation instructeur, j'ai pas l'impression de travailler. Et pour moi, il n'y a rien de mieux quand tu as un business que de te dire j'ai pas l'impression de travailler et je gagne de l'argent. Ouais, c'est la phrase d'Oscar Wilde, je crois. Oui. Qui disait trouve un travail où t'as pas l'impression de travailler quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Je me souviens plus exactement ce qu'il disait. Tu ne travailleras plus un seul jour de ta vie. C'est exactement ce que tu as trouvé en fait. Voilà. Okay. Donc parce qu'il faut faire attention avec la promesse qu'on entend souvent sur Internet, tu vas gagner plein d'argent et tu vas être les doigts de pied en éventail en Thaïlande. Ouais, c'est pas ça dont je parle. Moi, je parle d'un système où ton métier te passionne tellement et t'aimes tellement ce que tu fais que quand t'es avec tes clients, t'as pas l'impression de bosser parce que tu passes un tellement bon moment avec eux, tu vois. Ouais, je comprends. Et du coup, mes formations, elles sont dans ce sens-là. Okay. Et quand je forme des instructeurs, c'est dans cette direction. Et puis après, je les aide à monter leur entreprise et à pouvoir trouver leurs élèves, à positionner leur offre et voilà, à avoir ce qu'ils veulent comme objectif en fonction de leurs propres objectifs. Donc, j'ai eu des élèves, des instructeurs qui voulaient juste un petit complément de revenu. Et puis, il y a d'autres instructeurs qui ont dit moi, ton message, il me plaît très, très bien et je veux vivre à 100% du Krav Maga et profiter de tous les produits qu'on peut vendre avec le Krav Maga. Tout l'écosystème lié Exactement. à ça. Okay. Donc, j'ai fait ça et pendant la période du Covid, ça a été pas facile puisque toutes les salles de Krav Maga ont été fermées. Ah oui, toutes, d'accord. Donc, il n'y avait plus de rentrée d'argent. La deuxième chose, moi j'ai un gros business sur les séminaires, puisque quasiment tous les week-ends je pars en séminaire partout en France et dans le monde entier pour enseigner. Il n'y avait plus de séminaires. Rien. J'ai un business de vente de matériel, mais comme il n'y a plus personne qui s'entraîne, il n'y a plus personne qui achète des t-shirts, des pantalons, des gants de boxe, des machins, etc. Donc je me suis retrouvé face à un moment assez difficile, défi, en fait. Assez difficile à passer. On savait pas trop combien de temps ça allait durer. On savait pas si on allait s'en sortir. À un moment donné, on se disait, mais est-ce qu'on va avoir le droit de se retoucher encore ou pas, vois? Bien sûr, c'était affreux. C'était assez spécial. Ouais. Et du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Et je dis, en fait, ce que je fais avec les entrepreneurs du Krav Maga, ça peut servir à tous les entrepreneurs, peu importe leur métier. Le courage, la détermination, la combativité, la relaxation, c'est universel. Bien sûr. Et donc, j'ai commencé à ouvrir les portes à d'autres entrepreneurs. Ok. Et donc, en parallèle de mon boulot aujourd'hui, évidemment, le Krav Maga, c'est la plus grosse partie de mon travail. Et c'est mon travail de cœur. Et j'accompagne aussi dans l'année des entrepreneurs pour pouvoir les aider à mieux gérer leur stress, pour pouvoir les aider à rester focalisés, pour pouvoir les aider à avoir la clarté pour prendre la bonne décision, choisir le bon ennemi, vers qui je vais aller aujourd'hui, et toutes ces problématiques entrepreneuriales. Ok. Et c'est quoi les demandes les plus courantes que tu as justement des entrepreneurs que tu accompagnes? Et si tu peux aussi me dire un peu quels sont leurs profils pour qu'on comprenne bien un petit peu quel type d'entrepreneur peut être accompagné par Emmanuel Dayash, ça peut être intéressant. Les profils que j'ai, c'est plutôt des entrepreneurs qui sont autour de 10 000, 20 000 euros par mois. Donc, ils ont déjà validé un certain marché, un certain produit. Ça fonctionne bien, entre guillemets, même. Ça fonctionne bien pour eux. Et ils se retrouvent dans des problématiques de « j'arrive pas à péter le plafond de verre au-dessus de moi ». J'arrive pas à dépasser, il y a quelque chose qui me bloque, je sais pas pourquoi, tu vois, comme quelque chose qui te retient en arrière et t'as pas toute ta liberté entrepreneuriale et tu prends pas les risques que t'aimerais prendre. Et très souvent, ce qui fait que tu prends pas les risques que t'aimerais prendre, c'est ton cerveau qui vient te garder en disant oui, mais si ça marche pas et si tu perds ce que t'as aujourd'hui, tu vois, tu gagnes 10, 20 000 euros par mois, mais si demain, ce que tu veux faire, ça t'emmène vers la mauvaise direction. Tu restes là où t'es et tu restes dans cette zone un peu confortable. Donc ça, c'est à peu près les entrepreneurs avec lesquels je travaille. Je travaille beaucoup avec des solopreneurs. Plutôt donc des indépendants. Des indépendants, les nouveaux métiers un peu du web, où les gens se sont retrouvés catapultés entrepreneurs tout seuls. Et ça, c'est pas facile d'entreprendre tout seul, parce que t'as plus le cadre d'une boîte.
Et parce que pour que ton cerveau prenne le dessus sur ton cœur, c'est beaucoup plus facile quand tu es tout seul, parce qu'il a toute la latitude, le cerveau, pour te raconter toutes les histoires que tu veux et t'emmener vers la procrastination ou t'emmener vers des mauvaises décisions, que quand tu es dans une boîte, tu vois, on parlait tout à l'heure de comité de direction, etc. DRH, voilà, bah, t'as tout un cadre qui fait que c'est plus difficile de glisser. Ouais. Alors que quand t'es solopreneur, c'est très facile de glisser et de passer plusieurs journées à rien foutre, tu vois. Tellement il y a de choses à faire. Tellement il y a de choses à faire, ou tellement c'est difficile de faire ce qu'il y a à faire. Parce que ça aussi, quand tu sais que tu dois, je sais pas moi, lancer une nouvelle chaîne YouTube, ou alors écrire un bouquin, ou lancer un nouveau produit, ou appeler des clients, peu importe, tu vois, quelque chose et que c'est tellement dur pour toi parce que tu vas te mettre des blocages. Non mais je vais passer pour un con, ou non mais je suis pas crédible, non mais j'ai besoin d'un nouveau diplôme. J'ai travaillé avec des gens, des coachs par exemple, surdiplômés. Coach PNL, coach en hypnose, coach en prise de parole en public. Ils avaient accumulé tous les diplômes. Ouais. Et au final, je dis, ok, c'est très très bien, mais au niveau des ventes, t'en es où? C'est clair. Ah ouais, mais je sais pas si je suis vraiment légitime. Tu vois, là, c'est le cerveau en fait qui parle. Ouais. Ok. C'est le cerveau qui vient te dire, t'as pas le niveau, quoi, n'y va pas. Vas-y, continue à te former. Ouais, c'est ça. À Fais accumuler. encore 20 ans de formation. Non pas les richesses, mais les diplômes dans ce cadre-là. Exactement. Ok. Et donc, eux, je travaille sur ça pour leur donner le courage, la combativité et l'élan pour pouvoir passer à l'action. Les 3 piliers, donc. Exactement. Et ce sur quoi tu travailles le plus. Ouais. Ok. Très bien. Et est-ce que tu as déjà eu des demandes un peu qui sortaient du contexte que tu me présentes là, par rapport aux entrepreneurs? Est-ce que tu as le souvenir, par exemple, d'une demande où tu as refusé, par exemple, la proposition? Ou est-ce que ça t'est jamais arrivé? Pour l'instant, tu as eu des entrepreneurs qui étaient dans la cible que tu me donnes là et avec qui tu as travaillé? Non, j'ai refusé de travailler avec certaines personnes parce que quand quelqu'un se rapproche de moi, je lui demande de me dire pourquoi est-ce que je devrais travailler avec lui. Ok. Donc tu inverses un peu le rapport de force. Si on pourrait imaginer que le rapport de force, c'est plutôt le client qui a le pouvoir et le prestataire qui est un petit peu... parce que c'est souvent ce que je perçois dans les personnes si j'accompagne. Mais toi, en fait, tu inverses un peu ce rapport-là en disant, mais convainc-moi de travailler avec toi, c'est ça? Oui, si tu veux. Oui, c'est ça. En tout cas, je demande ça clairement, convainc-moi. Mais ce que je cherche à voir, c'est son niveau de motivation, en fait. Okay. Parce que, oui, moi, j'ai des outils très puissants. Oui, tu vois, tous les 3 exemples que je t'ai donnés, bah, ça fonctionne. Mais au final, c'est pas moi qui vais faire pour lui, tu vois. Bien sûr. C'est pas moi qui vais mettre le timer 25 minutes et m'arrêter 5 minutes. C'est lui qui va le faire. Moi, je viens vérifier qu'il a la méthode, qu'il n'y a pas de blocage et qu'il avance. Et donc, si par défaut, quand le gars, on est encore en entretien de vente, tu vois, où normalement, c'est le moment où il est le plus excité possible. S'il n'arrive pas à me dire pourquoi est-ce qu'il veut travailler avec moi et pourquoi est-ce qu'il est motivé et pourquoi est-ce qu'il a la niaque et pourquoi est-ce qu'il a envie, ça sert à rien d'y aller. Et tu le dis clairement Oui. Ok. J'ai des questions toutes bêtes. Entre 0 et 10, à quel point tu es motivé pour atteindre ton objectif? Le mec me dit 2, 3. Ouais. Bon, bah, c'est pas moi qui vais faire pour toi, tu vois. Bien sûr. Et c'est pareil pour l'entraînement. Aller à l'entraînement, ça fait mal. Je vais pas aller à l'entraînement à ta place. Je vais pas aller taper sur le sac à ta place. C'est toi qui vas devoir te lever pour y aller. C'est toi qui vas devoir y aller 2 fois, 3 fois par semaine sur 6 mois, sur 1 an, tu vois. Ouais. Et c'est la même chose. Est-ce que tu es vraiment prêt? Est-ce que tu es vraiment déterminé à faire le job, à te relever les manches pour pouvoir atteindre ta liberté financière, pour pouvoir offrir à ta famille ce que tu veux, pour pouvoir t'offrir à toi-même ce que tu veux? Ok. Elle est là la question. Ok. Est-ce qu'il y aurait des... Allez, 3 conseils maximum que tu donnerais au Emmanuel Ayache qui a démarré dans le monde de l'entrepreneuriat? Le premier conseil, c'est la confiance en soi. Ok, donc de la développer, c'est ça? Ouais, développer la confiance en Par soi. le Krav Maga, j'imagine. Par le Krav Maga, par exemple, c'est une très bonne idée. Mais ouais, c'est la confiance en soi. Au final, toute réussite entrepreneuriale, c'est la confiance en soi. Ok, en premier point. Beaucoup de gens qui disent ouais, mais non, moi, c'est pas la confiance en moi qui me manque, c'est une méthode. Tu vois, c'est donne-moi ton script de vente. Oui. Ou dis-moi comment il faut faire pour bien articuler une vidéo YouTube, ou dis-moi comment il faut faire pour créer un produit en ligne. Ouais. Tu vois, ils vont être obsédés par le comment. Bien sûr.
mais leur pourquoi, il n'est pas assez puissant. Leur feu sacré, il n'est pas assez puissant. Et ça, c'est la confiance. Donc, ce que tu mets dans la confiance, c'est aussi son pourquoi. Ouais, bien sûr. Ok. Bien sûr. Parce que parfois, on peut le dissocier. Là. On peut avoir très confiance en soi et pourtant ne pas trop savoir exactement où est-ce qu'on a envie d'aller. Mais toi, tu dis que ça va ensemble. Ça va ensemble. Ok. Ça va ensemble. Et c'est parce justement... que tu sais exactement ce que tu veux. Ok. Tu es en train de mettre des bûches sur le feu pour dire j'y vais là. Ok. Là, on a allumé le. Premier conseil, est-ce que tu en aurais d'autres pour le Emmanuel qui démarre dans l'entrepreneuriat? Un deuxième conseil, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure sur les obstacles. Il va y avoir des obstacles. Ok, donc mets ta garde. La route, exactement, monte ta garde. C'est très bien. Il va y avoir des obstacles. Ça va être dur. Ouais. Et c'est ça qui est fun. C'est que ça va être dur. Et du coup, quand tu sais que ça va être dur, quand tu sais qu'il va y avoir des obstacles, quand tu sais que tu vas en prendre plein la gueule, bon, je transforme pas l'entrepreneuriat en un truc SM, tu vois. Ouais. Mais c'est dur d'entreprendre. Bien sûr, c'est dur. C'est beaucoup plus dur pour moi d'entreprendre que d'être salarié. L'entrepreneur, si jamais il fout rien pendant quelques semaines, bah il va avoir des gros problèmes. Des mauvaises nouvelles à la fin du mois, quoi. Alors que le salarié, bon, il doit y avoir la RH qui s'en mêle, il doit y avoir, il doit y avoir le N+1, il doit se passer beaucoup de choses avant d'être un peu remis en cause, tu vois. Le salarié, on peut imaginer que c'est comme un gros bateau. Ouais. En fait, dans lequel il est. C'est un mécanisme du gros bateau. Donc ça prend du temps jusqu'à ce que ça arrive à lui et qu'il ait des répercussions, alors que l'entrepreneur, c'est presque immédiat parfois. C'est du vrai combat. C'est du vrai combat et il faut être vigilant, il faut faire attention. Donc quand tu le sais, quand tu sais que ton premier essai, ça va être de la merde, et que ton deuxième essai, ça va être de la merde, mais un peu moins merdique, et que ton troisième essai, ça va être encore un peu moins merdique, etc., tu le vis beaucoup mieux quand tu dis « Ah non, ça doit être parfait dès le premier, et si jamais ça marche pas, j'arrête tout. » Ça va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Tu vas pas dans le même état d'esprit, c'est clair. Pareil qu'avec le Krav Maga. Heureusement que le gars qui rentre dans son premier cours de Krav Maga, quand je lui demande de mettre un coup de poing dans le sac, heureusement que c'est pas une droite de Mike Tyson, tu vois. Sinon, il faut qu'il se reconvertisse direct, le gars. Bien sûr. Il va être nul, son coup de poing. Il va pas y avoir de force, il va pas y avoir de retour de frappe, il va pas y avoir de poids, il va manquer plein de choses. Technique. C'est pareil. Ouais. Sur l'entrepreneuriat, c'est pareil. Donc, voilà, se préparer à en manger. Montez votre garde. Exactement. C'est ça, le message. Et le troisième conseil que je donnerais, c'est fais quelque chose que t'aimes. Okay. Vraiment. Et si t'aimes ce que tu fais, ça va se traduire en aspect économique et financier. Ouais, en résultat en fait. En résultat. D'une manière ou d'une autre. Ne te force pas à ressembler à quelqu'un d'autre. Ne te force pas à suivre un business model parce que ça marche aujourd'hui sur Internet. On ne sait pas ce qu'il va y avoir demain. Fais ce que t'aimes. Essaie de te connecter à qui tu es. Regarde tes forces, regarde les axes d'amélioration que tu as et fais un travail que tu aimerais faire pendant 20 ans, pendant 30 ans et qui va vraiment, quand tu le fais, tu sens que tu es aligné, tu sens que tu es dans le flow. Tu sais, il y a ce fameux concept de flow. Encore une fois, je reviens là-dessus quand je fais un séminaire ou ce genre de choses. Où il y a des gens qui me disent, mais tu donnes des séminaires parfois de 8 heures, tu n'es pas fatigué le soir? Je dis non, je suis pas fatigué. Je suis bien, je suis dans mon flow. Je joue avec les gens. Je sais que ce que je fais, ça les aide à un point exceptionnel, que ce soit juste apprendre à se défendre, bien sûr, ou que ce soit apprendre à se défendre plus travailler dans sa salle, ou que ce soit réaliser un nouveau projet. Donc je sais que ça les aide. Et du coup, j'ai pas l'impression de nourrit, faire en des fait, efforts. presque. Exactement. C'est dans les deux sens. C'est win-win. Et donc si tu sens pas ça, il vaut mieux ne pas y aller. Il vaut mieux faire autre chose. Il vaut mieux faire autre chose. Il vaut mieux pour entreprendre. C'est ça qui est extraordinaire aujourd'hui. Ouais. Et je sais que justement, avant que tu deviennes cet entrepreneur à succès que tu es aujourd'hui, tu as dû apprendre plein de choses sur l'entrepreneuriat, notamment sur un sujet très précis, c'est le marketing. Ouais. Est-ce que tu peux aujourd'hui nous dire, par exemple, comment tu as fait pour arriver à 80 000 abonnés sur YouTube? Parce qu'on sait que c'est 85 000, autant pour moi. Mais effectivement, c'est quand même énormément de personnes qui te suivent, qui te font confiance. Parce que moi, je considère toujours que le mot follower, je l'aime pas trop. Je préfère dire que c'est des personnes qui te font confiance, qui te témoignent de l'intérêt, qui est un peu la nouvelle valeur aujourd'hui en 2024. Et donc, comment tu as fait pour en arriver là? Est-ce que tu peux nous raconter un peu, pour tous les consultants et tous les entrepreneurs qui nous écoutent et qui aimeraient développer leur YouTube,
Quels sont tes astuces, tes conseils par rapport à ça? Bah déjà, comme je t'ai dit, je me suis demandé qu'est-ce qui me plaît moi. Et pas qu'est-ce qui fonctionne. Évidemment, c'est bien de faire quelque chose qui fonctionne. Si jamais ce qui me plaît ne fonctionne pas, on a un problème. En tout cas, qu'est-ce qui me plaît moi? Et quand j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait, tout ce qui était écrit, j'aime pas trop. J'ai écrit des livres, mais j'ai pas envie d'en faire tout le temps et sur le long terme, sur 10 ans, sur 15 ans, etc. Et donc YouTube, ça me paraissait être très intéressant parce que le Krav Maga, c'est un peu graphique. Et 2, parce que j'aime prendre la parole. J'aime parler, j'aime la caméra, j'aime expliquer. J'ai souvent la casquette du professeur, tu vois. Bien sûr. Donc YouTube, ça m'allait vraiment très bien. Instagram, j'ai un compte Instagram, mais j'aime pas trop. C'est trop court pour moi, 1 minute. Okay. Moi, j'aime 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 1 heure. Donc ça me plaisait pas. Et puis les codes de vitesse, etc. Pour moi, Instagram, c'est lié à les gens n'ont pas la capacité de t'écouter et tu dois te tordre pour rentrer dans ce jeu-là. Et j'ai pas envie de rentrer dans ce jeu. J'ai envie que les gens qui viennent vers moi, ils consomment mon contenu, ils écoutent. Tu vois, il y a des gens sur la chaîne YouTube qui m'écrivent arrête avec ton blabla. Ok. Bon, je supprime et merci, au revoir, tu vois. S'il n'est pas content, tant pis. Pour moi, c'est très important que les gens comprennent ce qu'ils font et pourquoi ils font ce qu'ils font. Donc voilà, j'aimais le média. YouTube, j'aimais le média. Deuxièmement, j'ai appliqué. Okay. Une étape après l'autre. Okay. Et je me suis lancé. Et si tu regardes, je les ai laissés les vidéos, mais si tu regardes sur ma chaîne YouTube, les premières vidéos que j'ai fait, je sais pas, c'était il y a 3 ans, il y a 5 ans, c'est horrible. Le fond, il est dégueulasse. On voit la différence. Horrible. Ouais, bah oui. C'est vrai que pour toi, ça doit être horrible. Ouais. Le son, il est horrible. On dirait que je suis dans les chiottes avec un écho pas possible. Les tenues, enfin, rien n'allait, tu vois. Ouais. Mais la phrase « fait est mieux que parfait », elle a tout son sens. Bien sûr. Et elle est vraiment fondamentale. C'était un de mes mentors pour écrire le livre qui disait un jour qu'il était critiqué par quelqu'un par rapport à ses bouquins qui n'étaient pas assez bien ou assez hauts. Il leur répondait, écoute, moi je préfère mon bouquin qui est pas terrible mais qui est sorti plutôt que ton chef-d'œuvre qui est toujours dans ton ordinateur, tu vois. Bien sûr. Donc c'est exactement ça. Et c'est parce que j'ai sorti ces vidéos de merde qu'aujourd'hui les vidéos elles ont de la gueule, tu vois. Puisque en faisant, voilà, j'ai 350 ou 400 vidéos à l'heure où on parle. En faisant, t'apprends forcément des choses. Bien sûr. Et ton élocution elle change et la façon de t'exprimer elle change et tu comprends que le décor derrière, il faut aussi qu'il soit différent. Tu comprends que les micros, c'est important, etc. Mais si tu te poses toutes ces questions au début, tu vas jamais t'en sortir parce que ça va te donner 1000 raisons pour te bloquer. Bien sûr. Non, il me faut le dernier micro à la mode, le machin. Non, il faut l'éclairage de trucs. Il faut... Et en fait, on s'en fout de ça. Ok. Donc, il y avait ça. Et après, me connecter aux besoins de mon public. Ok. Et faire des vidéos qui correspondent à leurs besoins. Et sur cette chaîne de Krav Maga, l'objectif, c'est de t'apprendre à te défendre et à avoir confiance en toi. Donc, je fais des vidéos qui te permettent d'apprendre à te défendre et à avoir confiance en toi. De temps en temps, je parle un peu d'entrepreneuriat parce que j'adore ça. De temps en temps, je parle un peu de développement personnel parce que j'adore ça. Et puis, c'est important et puis c'est une partie de ma personnalité. Bien sûr. Il faut savoir aussi que ma chaîne YouTube, c'est mon seul système d'attraction client. Je fais pas de pub sur Facebook. Je fais pas... j'ai pas un Instagram, comme on a dit, qui est assez développé. C'est vraiment YouTube, ton canal d'acquisition. Exactement, principal. C'est mon canal d'acquisition. C'est ce qui me permet d'avoir le maximum d'adresses email au quotidien. C'est ça qui est important pour moi. Donc, j'utilise ça et je me perfectionne dans cet outil. Et moi, je recommanderais toujours à un entrepreneur, choisis un outil, que ce soit LinkedIn, ou que ce soit YouTube, ou que ce soit Insta, ou que ce soit TikTok peut-être. Je sais pas si ça correspond à ta niche ou à ce que tu fais. Et deviens un expert dedans avant d'ouvrir un autre canal d'acquisition. Parce que tout de suite, les gens te disent « Ah ouais, non, je vais faire un peu de ça et un peu de ci, un peu de ça. » Et ça, c'est « Je ne suis plus focalisé. » Deuxième pilier, exactement. Et donc, comme je ne suis plus focalisé, forcément, j'aurai pas de résultats cohérents et rapides. Donc, ça va taper dans le premier pilier. Mon courage, ma détermination, elle va être un petit peu touchée parce que je manque de résultats. Et du coup, j'ai toutes les chances d'arrêter, tu vois. Et comment tu sais justement que ça y est, c'est bon, tu peux passer à un deuxième canal d'acquisition? Quand tu as atteint les objectifs qui te conviennent. Ok. À partir du moment où... ça, c'est toi qui décides en fonction de ce que tu veux par mois. Mais ça peut être un nombre d'abonnés. Si j'ai atteint 50 000 abonnés, j'estime que ça va. Ça peut être un nombre d'emails. Quand je suis à 500, 600 emails par mois, j'ai atteint ça parce que je connais mes taux de conversion. Ça peut être un chiffre d'affaires.
Quand ce canal d'acquisition me ramène 10 000, 15 000, 20 000, 50 000 euros de chiffre d'affaires par mois, ben je décide d'ouvrir un autre canal. Mais souvent, les gens font pas l'effort de faire ça. Ok. Et soit ils regardent pas leurs métriques, soit ils ont des résultats un peu bidons et disent bon, je vais ouvrir un autre canal. Parce que c'est un peu la course finalement à l'objet brillant. Ouais. Tu te dis, ça y est, c'est ça qui va marcher mieux que. Très très difficile. Ce qui se passe aujourd'hui avec YouTube, avec Instagram, avec toute cette sollicitation extérieure. Parfois les gens ils viennent vers moi, les entrepreneurs, et ils me disent alors qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui fonctionne en ce moment, lui, c'est ça. Non, ils me disent high ticket ou low ticket ou les webinaires ou je sais pas moi, les VSL ou YouTube. Tu vois, t'as tellement de choix. Bien sûr. Et j'ai un de mes mentors qui m'a dit un jour la phrase l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Ça, jusqu'à présent, je la connaissais cette phrase, tu vois. Elle est plus verte là où tu l'arroses. Tout à fait. Et ça, j'ai trouvé ça brillant. Ça veut dire qu'il n'y a pas de réponse. Tu connais des millionnaires sur tous les systèmes que je viens de t'exposer. Il y a des millionnaires qu'avec des VSL, des millionnaires qu'avec du setting sur Facebook, des millionnaires avec qu'une chaîne YouTube, des millionnaires avec qu'une chaîne Instagram. Tu as des millionnaires avec tout. La question, c'est qu'est-ce que toi, tu choisis? Qu'est-ce qui te parle? Et on revient sur la question de qu'est-ce qui me rend heureux? Oui. Moi, je suis heureux avec ma chaîne YouTube. Vraiment. Quand on est chaud, je tourne autour de 60 vidéos en 2-3 jours, tu vois. Ok. Il y a des gens qui me disent, mais t'es un mutant. Comment c'est possible? Ils sont où tes scripts? Je dis, j'ai pas de script. Tu fais tout comme ça. Ouais. Tu démarres la caméra. J'ai un thème. Comment se défendre contre un couteau? Comment se défendre face à 2 agresseurs? Comment avoir confiance en soi? Tu vois, j'ai un thème. Bien sûr. Et on appuie sur enregistrer et puis je déroule le thème. Tu dirais que c'est tes années d'expérience qui te permettent aujourd'hui de le faire comme ça ou ouais, c'est juste ton système à toi? C'est la maîtrise du sujet. Maîtrise du sujet. Et le fait que je me suis forcé à travailler comme ça. Ok. Pas en mode urgence, c'est peut-être en mode urgence parce qu'on retrouve ça dans le Krav Maga, tu vois, mais en mode principe. Le Krav Maga, au début, quand on rencontre le Krav Maga, on a l'impression qu'il y a plein de techniques différentes. Mais en fait, toutes ces techniques, elles sont soutenues par des principes. Et quand tu fonctionnes en termes de principes, tu peux faire ce que tu veux. J'ai délivré une conférence il y a quelques années pour 600 ou 700 entrepreneurs. Donc, il y avait beaucoup de stress, tu vois. Monter sur scène, 600 entrepreneurs, 45 minutes, il fallait tenir. C'était pas un cours de Krav Maga que je donnais, c'était une vraie conférence, tu vois. Okay. J'avais 7 thèmes dans ma tête. Mais l'intérieur des thèmes... Libre. Ouais, libre. Ok. Mais tu dis ça à un conférencier normal, peut-être qu'il saute au plafond, tu vois. Mais après, quand tu es habitué à travailler comme ça... c'est ta méthode à toi, en fait. Exactement. Donc, et le message, c'est de trouver votre méthode, en fait. Si je comprends tout bien. à fait. Tout à fait. Et je sais qu'après, il y a eu effectivement, tu en as parlé tout à l'heure, 2 best-sellers. Qu'est-ce qui t'a motivé? D'ailleurs, j'imagine que c'était après YouTube, ces 2 livres. Ouais. Qu'est-ce qui t'a motivé à étendre finalement ton autorité de cette manière-là? Pourquoi tu as fait des livres et pas fait autre chose, par exemple? Qu'est-ce qui t'a motivé dans ce sens-là? Le premier livre, Défendez-vous, c'était pour finir mon échelle de produit. Ok. Parce que je sais pas si... Alors, je pense pas que ça parle, l'échelle de produit. Qu'est-ce que c'est? L'échelle de produit, c'est un concept selon lequel ton prospect va commencer à consommer tes produits les uns après les autres en augmentant de gamme à chaque fois et du coup en ayant de plus en plus de qualité, de valeur et de retour sur investissement par rapport à ce qu'il t'achète. Ok. Et on peut dire que le niveau le plus bas, c'est la gratuité. Okay. Et donc c'était mes vidéos sur YouTube, où les vidéos, même si elles sont très très qualitatives, je donne un peu tout dans le désordre. Je touche toujours des points différents et j'ai pas le temps en 10 minutes de rentrer profondément sur un sujet. Okay. Donc c'est un peu les apéritifs, tu vois, quand tu vas dans une soirée ou quand tu vas manger au restaurant. Okay. Et après, il me fallait un produit pas cher, qui était facile, où la personne pouvait débourser quelques dizaines d'euros et avoir plus d'informations sur ce que je faisais. Et pour moi, le meilleur produit, c'était le livre. C'est 20 euros. Okay. Les gens qui peuvent pas sortir 20 euros de leur portefeuille, ça va être difficile de sortir plus d'argent. Donc, j'ai écrit ce livre, Défendez-vous, pour permettre aux gens, avec 20 euros, d'avoir des super informations sur la self-défense. Okay. Et dans ce livre, je parle des 4 piliers, technique, tactique, physique et mentale.
Je donne des micro-entraînements, j'explique les techniques fondamentales, je donne des très bonnes idées sur le mindset. Je recommande à tous tes auditeurs d'acheter le livre Défendez-vous. Voilà. Et puis après, les gens montaient de gamme et pouvaient participer à un séminaire. Et puis après, ils rentraient dans un club. Et puis après, ils pouvaient... voilà. Et donc, ils avaient une échelle de produits. Et la différence avec le deuxième livre, alors? Et le deuxième livre, je l'ai écrit pendant le Covid. D'accord. Comme j'avais plus rien à faire, pour aider les entrepreneurs, j'ai dit qu'est-ce qui peut les aider? Je vais commencer par mon livre. Donc, j'ai écrit Le Réveil du guerrier, qui est un livre 100% mindset, les 6 étapes pour atteindre ses objectifs professionnels et personnels, fondé sur mon travail de Krav Maga. Et du coup, j'ai écrit ce livre. Et ça a été un peu avec ça que j'ai pu attirer à moi des entrepreneurs qui voulaient que je les accompagne sur cette partie mindset. Et puis après, il y a aussi ce qui est sorti, c'est l'agenda, je crois. Ouais, dans cet écosystème, dans cet écosystème de l'entrepreneuriat, de l'efficacité, de la productivité, j'ai aussi partagé un outil que j'utilise tous les jours, qui s'appelle l'agenda du succès et qui regroupe tous les outils dont j'ai besoin sur l'analyse de ta journée, la préparation de ta journée, l'analyse trimestrielle, l'analyse de la semaine, la priorité du jour. La priorité du jour, c'est quel est le combat que je veux mener aujourd'hui. Et comme ça permettait aux entrepreneurs de se préparer au mieux et de conserver, de savoir à chaque fois où ils en sont. C'est-à-dire de mesurer, de mesurer où ils en sont dans leur chemin, puisqu'il n'y a rien de pire que de faire les choses un peu à l'arrache comme ça. Pour donner encore un exemple avec le Krav Maga, une fois je fais 3 pompes, la fois d'après je fais 10 pompes, la fois d'après... Non, il te faut un vrai programme et noter au fur et à mesure où t'en es. Cet agenda du succès te permettait de voir sur une semaine tout ce que tu as fait, tout ce qui a été fait, tout ce qui n'a pas été fait, te poser les bonnes questions et de prévoir la semaine suivante pour optimiser les choses. Ok, super. Alors maintenant, si je comprends bien, si je veux travailler avec Emmanuel Ayache, donc j'ai 2 possibilités. J'ai soit en Krav Maga, soit en tant que coach sur l'entrepreneuriat. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Par contre, ça veut dire que, si je comprends bien, il y a des entrepreneurs, ou même des personnes qui peuvent travailler avec toi sur le Krav Maga. Donc tu n'es pas que formateur, instructeur. Tu peux aussi travailler en direct, notamment sur les week-ends, c'est ça? Ouais, tout à fait. Ces 10 dernières années, c'était ce que je faisais principalement. Le week-end, des séminaires. Combien ça coûte, justement? Intéressant d'avoir les tarifs. Ça dépend. Un séminaire, ça peut coûter entre 30 € et 80, 100 €. Ça dépend du nombre de personnes qu'il y a dans le séminaire. Ça dépend du nombre d'heures du séminaire aussi. Sûr. Mais en général, c'est budget de 50, 100 € quoi. Ouais, c'est ça. En gros. Même 30, 100 €. 30, 100 € même. Ok. Et en individuel, si on veut travailler avec toi, alors déjà dans le Krav Maga, est-ce que tu fais des accompagnements individuels juste dans le Krav Maga? Ça m'arrive aussi. Ça t'arrive aussi, ouais. Et qu'est-ce que ça représente comme coût aujourd'hui? Bien évidemment, ça m'arrive moins que les actions de levier. Parce que c'est plus intéressant économiquement d'avoir 50, 100, 200 personnes face à soi. Mais je continue à le faire parce que c'est important pour moi, parce que les gens avec lesquels je travaille, je les sélectionne très précisément et c'est aussi important pour eux. C'est des gens qui sont motivés. Il y a un entrepreneur en ce moment que j'accompagne en Krav Maga, mais on est toujours un petit peu à cheval sur les deux. Ouais. Et il me dit, on se voit le lundi matin, et il me dit, c'est incroyable parce que une fois que j'ai fait ta séance avec toi, ma semaine, elle est tellement fluide. C'est tellement dur avec toi que... Peut-être. Mais non, il me dit, je suis sur un nuage, quoi. Ouais. Et ça a changé beaucoup de choses. Je me sens beaucoup plus sûr de moi. Il a une très grosse boîte. Je me sens beaucoup plus sûr de moi face à mes salariés, mes associés. Je me sens plus sûr de moi dans mes négociations. Et ça change beaucoup de choses, tu vois. Donc, quand il y a des problématiques comme ça, moi, je suis très content de servir ce type de clients. Et les accompagnements individuels, c'est plusieurs centaines d'euros à plusieurs milliers d'euros. Ok. Et enfin, si un entrepreneur veut travailler avec toi, mais est-ce que sur la partie mindset cette fois-ci, qu'est-ce que ça représente de travailler avec M. Ayache? C'est possible aussi. Et en général, pour cette partie, c'est aussi sur mesure. Sur mesure aussi. Ouais. Okay. Est-ce qu'on travaille une fois ensemble parce que tu as un besoin spécifique? Tu vois, j'ai accompagné des gens, par exemple, qui avaient très peur de prendre la parole en public pour donner une conférence. La conférence, elle est dans un mois, donc on s'est vu plusieurs fois sur un mois.
On a travaillé les croyances, on a travaillé les peurs, on a travaillé la posture, on a travaillé la gestuelle, on a travaillé beaucoup de choses comme ça. Et ça s'est très bien passé sur la conférence. Ok. Et puis, il y a d'autres personnes avec qui je travaille sur le long cours. Ça fait 6 mois, 1 an qu'on travaille ensemble, une fois par mois, de façon ponctuelle, pour pouvoir vérifier que tout est toujours bien cadré et qu'il n'y a pas de petits grains de sel qui vient dans la machine, de petits grains de sable de sel. Ok. Donc ça, et grande nouveauté, eh bien, j'ouvre mon premier centre national d'entraînement en région parisienne. Incroyable. Sur Boulogne-Billancourt. Ouais, c'est incroyable parce que... C'est ton premier, on est d'accord, hein? Non, j'avais fait ça il y a plusieurs années, j'avais fermé en 2007 parce que... Ça a vraiment longtemps. Je commençais à enseigner beaucoup à l'étranger. Ok. Et donc, j'avais pas la possibilité d'être et dans ma salle et à l'étranger, et ça crée une incohérence. Donc, j'avais fermé. Et là, aujourd'hui, j'ai 43 ans, je suis marié, on a 4 enfants, donc tu vois, il y a beaucoup plus de stabilité. Et je me dis, on va aller un peu moins à l'étranger, c'est les gens qui vont venir plus vers ton centre. Donc, je vais ouvrir un club où les gens pourront venir s'entraîner à partir de 7 ans, comme on a dit tout à l'heure, les enfants. Jusqu'à 77 ans. Et bien sûr, dans ce club, je pourrais faire les formations instructeurs. Et c'est un nouveau défi, un défi qui est très excitant. Et j'ai hâte que ça prenne forme. Ça doit prendre forme dans les prochaines semaines. Donc, je suis très, très heureux de l'annoncer sur ce podcast. Et félicitations, Emmanuel. Merci. Vraiment très, très content pour toi pour ce bel accomplissement. Et la question que tout le monde va se poser maintenant, c'est à partir de quand on pourra venir s'entraîner dans ta salle? Écoute, si tout se passe bien, on touche du bois. Début novembre, la salle aura ouvert. Et, je pense qu'on mettra un lien sous la vidéo pour pouvoir obtenir le lien de la salle. Évidemment. Et vraiment, j'invite tous les entrepreneurs qui écoutent cette chaîne, ou tous les non-entrepreneurs aussi, qui veulent développer leur mental, qui veulent apprendre à se défendre, qui veulent avoir confiance en eux face à des situations d'agression, de venir au moins tester un cours pour voir ce que ça leur dit. C'est génial, j'espère que le message est passé. En tout cas, merci beaucoup d'être venu à mon podcast. Et bien, je te souhaite le meilleur pour la suite, même si je pense qu'on se reverra à ta salle. Merci beaucoup Mika, c'était vraiment top. Merci de m'avoir invité. Avec plaisir.